Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024 et vous écoutez le 11e épisode de la 9e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est Masterclass et on s'intéresse à la photographie animalière et plus particulièrement à la photographie d'oiseaux sauvages. Nous recevons pour l'occasion le photographe Denis Palanque qui va partager avec nous tous ses conseils pratiques pour réussir à capturer de magnifiques photographies d'oiseaux. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Et ben c'est parti, numéro 11, 11e épisode de cette 9e saison du podcast. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Salut Arthur, ça va ? Ça fait du bien de faire une parenthèse parmi tous ces guides matériels de Oui, on a fin une d'année. petite série là. Ouais, donc c'est bien d'aller un peu dans la nature et d'écouter le chant des oiseaux. On reçoit pour la première fois à ces micros Denis. Denis, merci d'avoir accepté notre invitation et sois le bienvenu. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là. Bon, je vais te présenter à nos auditeurs. Alors Denis, tu es photographe professionnel spécialisé dans la conservation de la nature, conférencier et également enseignant photo, professeur. Tu as suivi une double formation de biologiste et de photographe qui te permet d'appréhender tes reportages avec à la fois les connaissances naturalistes et scientifiques nécessaires à la compréhension et au respect de ton sujet, ainsi que la sensibilité indispensable à la réalisation de toute photographie. Pour toi, la photographie de nature se veut plus que jamais engagée dans une démarche de conservation. Tu es d'ailleurs membre de la Ligue internationale des photographes de conservation, l'ILCP, depuis 2014. Tu collabores avec des magazines tels que Terre Sauvage ou National Geographic France et tes images sont distribuées par les agences Nature Agency, EMIS et Nature Picture Library. Tu travailles pour des musées, des organismes de recherche et de conservation internationaux et depuis plus de 16 ans, tu crées et accompagnes des stages et voyages photographiques à travers le monde. Enfin, tu es ambassadeur des marques Jobu Design, Valray Photographic Gloves et Swarovski Optique. Est-ce que tout est bon ? Tout est bon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est ça, la Ligue internationale des photographes de conservation ? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Pareil. Oui, alors en fait, bon, c'est une société secrète, c'est ça ? Plus ou moins. non, sans rire, c'est une ONG américaine à la base qui a décidé de regrouper en son sein un grand nombre de très bons photographes au niveau mondial pour les faire travailler, pour les aider à travailler sur leur sujet notamment et avoir un réseau qui se veut le plus solide possible pour justement nous faciliter la tâche lors de nos reportages sur la conservation, puisque le besoin se fait plus qu'urgent maintenant. Donc, c'est très peu développé en France, très peu connu. En Europe, ça commence à bien se développer. Je crois qu'en France, on n'est que 3. Max Aliaga en fait partie. Moi, j'ai été le premier. Et il y a Thomas Nicolon, le dernier qui vient d'arriver, qui est d'ailleurs à Montier cette année. Et donc, voilà, c'est vraiment un réseau qui nous aide sur le terrain à aller au plus fort, au plus précis dans notre travail pour qu'il soit le plus efficace possible. On voit que on a entendu que tu es ambassadeur de Valray Photographic Gloves. Moi, c'est parmi les gants, je les avais découverts un peu par hasard, les plus extraordinaires que j'ai pu tester pour les photographes. On peut replier au niveau de l'index, du pouce, pour accéder facilement au déclencheur, tout ça. T'es devenu ambassadeur comment Alors en fait, moi j'ai découvert leurs gants par la force des choses, puisque j'allais très souvent en Islande, un peu moins maintenant. Par contre, je vais beaucoup dans le nord américain, donc le Yukon, le Canada, tout le nord du Canada. Et aussi, chaque année, je vais au Yellowstone en hiver, donc avec des températures qui descendent facilement à moins 25, moins 30. Au Yukon, c'était descendu à moins 40. Et donc, il me fallait des bons gants. J'avais testé plusieurs marques. Et en fait, j'étais tombé sur cette marque-là qui débutait. Donc, je les ai contactés directement pour voir un petit peu, qu'ils me conseillent d'abord sur leurs gants. Et vu qu'ils débutaient, ils étaient intéressés pour un partenariat.
Et donc, au final, j'ai quasiment toute leur gamme à la maison, puisque c'est vraiment bien fait. On a des gants spécifiques pour chaque type de température. Même urbain. Ouais, ils sont vraiment très très bien conçus, des matériaux de qualité. Et donc voilà, quoi, j'ai dit Banco, moi ça m'intéresse de bosser avec vous. Et donc voilà, c'est un bon échange. On parle très peu de gants ici, c'est pour ça. C'est très bien, c'est super intéressant. On va parler d'affût peut-être un petit peu, les gants c'est important. C'est norvégien, je crois. Exactement, norvégien. Ouais. Et c'est une bande de jeunes, ils sont vraiment excellents, très très sympas. Et Jobu Design, c'est quoi? Alors Jobu Design, eux, c'est des Canadiens. Ouais. Et donc, eux, ils sont spécialisés dans les rotules, notamment pour l'animalier. Les rotules pendulaires. Et les rotules pendulaires, ouais. C'est leur grande force. C'est de l'usinage. Alors, c'est une toute petite société. C'est de l'usinage vraiment de précision méticuleux qui est hyper... c'est le Arca suisse de la rotule pendulaire. De la rotule pendulaire canadienne. Ouais, c'est ça, ouais. Avec des roulements qui sont... c'est pas des roulements à billes, c'est des roulements à bâtonnets. Enfin bon, il y a tout un système derrière qui explique, qui fait qu'ils sont vraiment très, très bons. Bon, allez. On attaque notre émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony dévoile un nouveau boîtier et une nouvelle optique. Fujifilm se lance sur le marché des caméras de cinéma et Reza propose une exposition sur la nature de l'homme. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony met à niveau son vaisseau amiral A1 qui passe en seconde génération. Le boîtier, qui reprend exactement la même ergonomie que l'Alpha 9 III, se différencie de ce dernier par son capteur empilé de 50 millions de pixels et ses performances en rafale à 30 images par seconde. Comparé à la première génération, le nouveau Sony A1 Mark II se voit doté de toutes les dernières technologies et fonctionnalités développées par Sony sur l'A9 III et l'A7R5. On retrouve donc une amélioration de la qualité d'image en haute et moyenne sensibilité ISO, une stabilisation capteur qui monte désormais à 8,5 IL, l'intégration du processeur dédié à l'intelligence artificielle et donc de la reconnaissance autofocus en continu, l'arrivée du mode pré-capture jusqu'à 1 seconde ou encore un mode photo par assemblage en haute sensibilité ISO. Côté vidéo, le boîtier est toujours capable de réaliser des séquences en 8K 30p ou 4K 60p en 422 10 bits All-E et intègre désormais toutes les dernières fonctions présentes sur la 9 III. Le nouveau Sony A1 Mark II est proposé au prix de 7 500 € et sera disponible mi-décembre. Parallèlement à cette annonce, Sony présente aussi une nouvelle optique ultra haut de gamme, un nouveau zoom transstandard G-Master, un 28-70 mm f2. La promesse des performances à focale et ouverture équivalentes, digne des focales fixes G-Master f1.4. Au programme, on retrouve une formule optique très ambitieuse composée de 20 lentilles réparties en 14 groupes, avec pas moins de 6 lentilles asphériques, dont 3 extrêmes asphériques, 3 verres Super ED, 1 verre ED et le traitement Nano AR Coating 2. On retrouve également un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une quadruple motorisation autofocus XD Linear Motor ultra rapide, compatible avec tous les modes d'enregistrement continu photo et vidéo les plus exigeants, une bague de diaphragme crantée au continu, un ajusteur de friction de la bague de zoom, 2 touches programmables et un verrou de diaphragme. Compte tenu de ces caractéristiques, l'objectif reste particulièrement compact et léger, environ 14 cm de long, 9,3 cm de diamètre et un poids de 918 grammes. Le nouveau Sony G-Master 28-70 mm f2 sera proposé au prix de 3 600 € et disponible également à la mi-décembre. Fujifilm annonce le développement et l'arrivée en 2025 de sa première caméra de cinéma numérique. Particularité, cette caméra sera équipée d'un capteur grand format. La nouvelle Fujifilm GFX Eterna, en référence à la pellicule négative couleur conçue pour le cinéma, exploitera donc le capteur des GFX 102 et GFX 100S2, à savoir un modèle grand format 43,8 par 32,9 mm en technologie CMOS 2 avec une définition de 102 millions de pixels et en version HS pour high speed et qui sera couplé au X processeur de 5e génération. Pour rappel, le GFX 102 dispose déjà de caractéristiques vidéo impressionnantes. 8K 30p en 422 10 bits, 4K 60p, Full HD 120p, Apple ProRes 422 HQ. Fujifilm ne précise pas ce que cette nouvelle Eterna sera capable de faire de plus ou de mieux. Pour l'instant, le constructeur annonce néanmoins vouloir révolutionner la production de films. Parallèlement à l'annonce de développement de cette nouvelle caméra, Fujifilm annonce plancher également sur une nouvelle optique, un zoom motorisé 32-90 mm et un adaptateur pour monter des optiques en monture PL sur la monture G. Affaire à suivre.
Et pour terminer, vous avez la possibilité de découvrir gratuitement à l'Académie du Climat une exposition du photographe Reza intitulée « La nature de l'homme ». Cette exposition propose de parcourir en une trentaine de photographies notre histoire contemporaine entre grâces et désastres perpétrés sur le vivant. Elle intègre et invite à des actions de changement individuelles et collectives pour préserver notre planète, notre monde. L'exposition « La nature de l'homme » de Reza est à découvrir gratuitement jusqu'au 20 décembre à l'Académie du Climat, aux 2 places Boudoyer, dans le 4e arrondissement de Paris. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Premier boîtier full frame de Sony de l'année quand même, on peut dire, avec ce A1 Mark II. Ouais, c'est vrai. Après, Sony, franchement, comme ils sont pionniers, il y a moins l'urgence de produire et d'asseoir une gamme que les autres. Peut-être qu'on a été mal habitués. N'empêche que maintenant, ça devient une gamme sacrément cohérente. Et puis surtout, la marque reste cohérente par rapport à son approche des boîtiers pro, c'est-à-dire sans aspects monoblocs, comme on peut le trouver par ailleurs. Ouais. On aurait pu penser qu'à un moment, peut-être, il tenterait de faire un Mark II avec 2 types monoblocs, surtout depuis la sortie des Z9 et du R1 dernièrement. Non, ils restent fidèles à leur approche, donc c'est cohérent, c'est très bien. Et ce 2870 F2, c'est marrant, c'est plus la surprise est plus là, hein, à mon sens. C'est une optique qu'on connaît, hein, qui est sortie en monture RF déjà il y a quelques années au catalogue de Canon. Ouais, pas tout à fait avec le même gabarit. Non, pas tout à fait. C'est vrai, il y a au moins 5-6 ans d'écart, donc c'est logique. Et moins d'1 kilo, c'est quand même une prouesse. Ça a l'air d'être une très très belle optique. Malheureusement, mais ça c'est comme ça un petit peu chez tout le monde, à un prix qui est assez prohibitif. Bon, écoute, le boîtier 1.2, 7500 €, l'optique 3600 €. Tiens, Denis, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces prix sur les boîtiers ultra haut de gamme? C'est pareil chez tout le monde, hein. Là, on parle de Sony, mais chez Nikon, c'est peut-être un peu moins cher chez Nikon, mais chez Canon, c'est pareil. Hein. Ouais, non, mon avis personnel, c'est que c'est juste devenu de la folie, quoi. Ouais. C'est clair. Après, il y a sûrement des gens qui ont les moyens, hein. Mais en tant que pro, on n'a pas la capacité économique de suivre d'investir le un truc comme ça, renouvellement. quoi. Ouais. C'est de la folie, quoi. D'autant plus que maintenant, les boîtiers sont renouvelés assez rapidement. Les optiques sont vraiment très, très bonnes, mais vraiment très, très chères. Donc, ouais, c'est quand même pas forcément facile à suivre. Tu possèdes quoi, toi? Tu bosses avec quoi comme boîtier? Donc, moi, je suis en Canon. Je bosse avec du R5, R6 II. J'ai toujours un RA pour plus le mode astro. Oui, il n'y en a pas beaucoup, je pense. En France parce qu'il a vraiment une sensibilité qui m'intéresse beaucoup, même en rendu en journée pour faire du paysage. Il a vraiment un rendu colorimétrique excellent. Et après, j'ai du RP, mais qui a été défiltré je l'utilise pour faire de la vidéo infrarouge, du piège vidéo même. Voilà. Et j'ai plusieurs autres petits boîtiers, des EOS, plutôt des réflexes, pas des hybrides, pour faire du piège photo. Bon. Alors, parmi les actualités de la semaine, moi, je voulais vous parler d'un petit truc un peu rigolo proposé par Nikon. Alors, je ne sais pas si c'est distribué en France, mais Nikon propose des filtres de protection UV pour ses optiques. C'est la série des Arcrest de seconde génération. Et là, ils viennent de sortir une version gold de ces filtres. Donc, ils sont dorés or sur le pourtour du filtre. Et finalement, ça rappelle, quand on les monte sur des optiques de la série S, par exemple, de Nikon, ça rappelle le petit liseré doré des optiques professionnelles du réflexe. Donc voilà, moi, ça m'a fait gentiment sourire. C'est disponible au Japon, aux États-Unis, non? Ouais, en France aussi. J'ai pas ce genre de truc, des fois, ça n'arrive pas forcément chez nous. Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit disponible en France, mais enfin bon, voilà. Benjamin, tu voulais nous parler aussi du sommaire du dernier numéro de Chasseur d'images. Oui, la semaine passée, on a parlé de la sortie du guide d'achat annuel de réponse photo. Aujourd'hui sort le numéro 462 de Chasseur d'images avec au sommaire un retour terrain sur les EOS R1 et R5 Mark II, signé des photographes Tony Crocetta et Maxime Aliaga. Le parallèle entre le R1 et le R3 fait par Tony est particulièrement, je trouve, intéressant. Il l'a fait en Kenya, en Tanzanie. Il a un camp dans ces contrées-là. Et c'est vraiment passionnant de le lire, parler de la qualité d'image et du suivi de l'AF qui est quand même, à ses yeux,
fait un bond entre le R3 et le R1, ce qui paraissait pas évident sur le papier. Pour sa part, Maxime Aliaga, qu'on va entendre tout à l'heure, fait part de sa stupéfaction quant aux performances de l'AF du R5 Mark II, notamment sur les oiseaux. On est dans le thème. Et par ailleurs, toujours dans ce numéro, vous pourrez lire un test du Fujifilm X-M5, donc hybride APS-C placé sous la barre des 1000 €, du 500 mm XF de Fujifilm toujours. Il y a aussi un trio de zoom Lumix abordables, dont le 18-40 mm sorti récemment, et le Nikkor Z 50 mm f1.4. Ce qui est intéressant, c'est que la rédaction l'a comparé aux autres modèles standards proposés dans la gamme Z. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une plus-value. Enfin, un dossier conséquent consacré au beau livre, qui est donc de circonstance avant les fêtes de fin d'année. Parmi les coups de cœur de la rédaction, je partage celui pour Question de couleur, livre de Joël Meyerowitz, édité par Textuel, dans lequel le photographe américain propose des mises en regard de photos doublées en couleur et en noir et blanc, qu'il a prises avec 2 boîtiers différents, donc à ses débuts dans les années 60. Un numéro à retrouver en kiosque dès à présent. Et je vous annonce un petit peu en avant-première que nous aurons le plaisir de recevoir Pierre-Marie Salomez de ce magazine Chasseur d'images dès la semaine prochaine à ses micros. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Et cette semaine, tu reviens sur l'exposition photo World Unseen conçue pour les personnes atteintes d'un trouble visuel et qui s'est déroulée à la Grande Halle de la Villette du 14 au 19 novembre dernier. La story vous est présentée cette semaine par Canon qui célèbre le mois de la photo animalière, des promos uniques sur la gamme EOS R et les objectifs en monture RF. Donner accès au monde de la photographie aux personnes aveugles, malvoyantes ou atteintes de différents troubles de la vue. C'est l'objet de World Unseen, exposition itinérante et inclusive qui a fait étape à Paris, dans la Grande Halle de la Villette, au mois de novembre. Patrick Chapuis, président de Canon France, se réjouit de cette initiative tout en reconnaissant qu'il n'était pas forcément convaincu en amont. Au départ, quand on m'a proposé le projet, j'y croyais pas trop. J'arrivais pas à l'imaginer, à le mettre en situation, imaginer l'engouement autour du projet. Et en fait, ça s'est fait pas à pas. Et le déclencheur, ça a été quand on a fait venir des non-voyants ou des malvoyants découvrir une photo en relief. Et la personne s'est mise à pleurer. J'ai trouvé ça, bien sûr, extrêmement émouvant de voir cette réaction et tout simplement elle m'expliquait que c'était finalement la première fois qu'elle se rendait compte qu'elle pouvait voir une photo. Et donc c'est parti de là. On a embarqué nos photographes et amis. J'ai vu que le projet, en fait, il prenait. Et ça fait quand même longtemps que je n'avais pas ressenti autant d'excitation, d'attachement, d'émotion autour d'un projet. Parmi les photographes sollicités, Nikos Aliagas, fidèle de la marque, mais aussi des ambassadeurs dont Pascal Maître, Sebastião Salgado, Brent Stearton ou Stéphane Granzotto, très émus de voir l'une de ces images exposée dans ce contexte. C'est intriguant, c'est mystérieux, c'est presque magique parce qu'en fait, il faut se représenter. Voilà, la photo, elle est telle qu'on l'imprimerait de façon classique. Il y a un léger relief. Ce léger relief va permettre à la personne non-voyante d'avoir une projection mentale, finalement, de voir cette image. Et moi, je trouve ça mystérieux, à savoir qu'une personne qui n'a probablement jamais vu ou comme un non-voyant, qui arrive à se figurer mentalement par un jeu de relief, un environnement, un univers, un animal, et avoir une vision, une perception très précise d'une scène photographique. Je trouve ça juste incroyable. D'un point de vue logistique, la gamme d'imprimantes à plat Arizona et le logiciel Prisma Elevate XL ont été mises à contribution. Partenaire du projet, Philippe Moreau, fondateur de Tactile Studio, nous explique l'intérêt de cette technique d'impression par élévation. Ce qu'on arrive à faire là depuis quelques années, c'est réussir à mélanger du relief avec une pigmentation, avec des encres. C'est le cas d'une série d'imprimantes qu'on appelle les imprimantes UV. Ça existe depuis 5-7 ans, peut-être un peu plus même d'ailleurs. Mais ce qui permettait essentiellement de gérer un niveau de relief en mode oui-non. Je suis en relief. J'applique un relief ou pas, donc j'ai des lignes franches ou pas. Donc ça convenait très très bien
à un dessin de type vectoriel, par exemple. Je peux dessiner un personnage et j'aurai un intérieur, un extérieur, les lignes qui l'entourent seront en relief. Donc c'était un peu le premier vocabulaire qu'on peut avoir avec des non-voyants. Et de l'autre côté, on avait le champ de l'impression 3D, qui est elle, celui de l'objet, et on essayait, nous, un peu péniblement, de mélanger les deux. Là, la technique de Canon est vraiment super intéressante, c'est que ça permet en fait, d'avoir à la fois un outil d'élévation, donc je crée un volume, mais tout en ayant une notion de galbe. Et ça, c'est honnêtement extrêmement novateur sur la technologie mise en œuvre, extrêmement novateur aussi pour nous en tant que concepteurs, puisque ça fait mélanger du graphisme, enfin un traitement Photoshop de l'image et un traitement qu'on va appeler en bump map, qui est celui quasiment du jeu vidéo, qui est celui de la profondeur de l'image, donner une profondeur aux objets. On est obligé d'un peu quand même trier l'information de la photographie. Là, vous avez un exemple, par exemple, avec un rhinocéros, des personnages au premier plan, second plan. Il y en a certains qu'on n'a même pas représentés en relief, puisque ça a ajouté trop d'informations à l'image elle-même. Le dispositif mis en place pour les visiteurs mêle images en relief, un texte en braille, ainsi qu'un QR code qui donne accès à du contenu audio. Lise Wagner, experte en accessibilité et usage chez Okinea, elle-même malvoyante, souligne l'importance de l'audio comme élément du puzzle. Elle a d'ailleurs récemment lancé un podcast, Tranche de vue. L'image tactile à elle seule ne me donne pas suffisamment d'informations pour comprendre quels sont les éléments, puisque finalement on est sur une représentation relief en 2D. Enfin voilà, même si on a différents niveaux de relief, mais on reste quand même en 2 dimensions. Et à la fois, le commentaire audio va m'apporter beaucoup d'éléments, mais si je n'ai pas le support tactile pour avoir une idée de la composition de l'image et des éléments prépondérants qui la forment, ça me manque dans ma représentation. Donc c'est vrai que les deux, pour moi, sont extrêmement complémentaires. Pour conclure, Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, partage son ressenti à l'issue de cette expérience inclusive. La manière dont je ressens cette exposition, c'est une manière extrêmement positive, dans la mesure où sur chacune des présentations qui est faite des photos, il y a à la fois le descriptif en braille, il y a un QR code en relief qui nous permet d'avoir un son explicatif de la photo, et ensuite on peut décrypter avec les doigts la photo, donc elle est particulièrement inclusive. Elle peut être en plus touchée par des personnes voyantes, ce qui en rend encore plus le caractère inclusif. Il y a une vraie demande de la part des personnes aveugles et malvoyantes de pouvoir accéder à la culture et notamment à l'art visuel, l'art photographique en particulier, avec des outils en relief nous permettant d'accéder à cet art qui est un art majeur. Hyper intéressant, évidemment, tous ces témoignages. On y était ensemble, hein, Benjamin, au vernissage de cette exposition la semaine dernière. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, évidemment, il y a tout l'intérêt que tu as souligné dans ta story pour les non-voyants et les malvoyants de cette technologie. Mais moi, je suis assez d'accord avec Bruno. C'est très inclusif et je trouve que ça a beaucoup de sens pour les voyants aussi, d'amener un peu de matière, d'amener un peu de texture à la photographie. Bon, surtout les tirages qui étaient présentés, c'était plus ou moins convaincant, plus ou moins bien réalisé. C'est le début. Mais je trouve que c'est très prometteur comme approche. Oui, surtout que pour les voyants, il était possible de se procurer un bandeau et de faire soi-même l'expérience, en fait. De se mettre un petit peu à la place et de vivre cette expérience sensorielle. Donc le concept est intéressant. Ce qui est très dommage, c'est que c'était trop limité. Ça a duré 1 semaine. Donc moi, c'est mon petit regret. Alors j'ai posé quelques questions aux équipes de Canon. Il y a évidemment un aspect budgétaire, financier derrière tout ça, on peut le comprendre. L'endroit est magnifique en plus, hein, la grande halle de la Villette, donc on comprend tout ça. Maintenant, la démarche est vraiment très innovante et intéressante, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Philippe Moreau, donc, qui parle et donc qui a conçu toutes ces tablettes en fait en relief, et qui parle du fait qu'il n'a pas forcément cherché à reproduire tous les éléments d'une composition. La photo du rhinocéros dont il parle avec les personnages qui ne sont pas tous reproduits, c'est une photo de Brent Stearton. Il ne cherche pas à tout montrer sur l'image pour ne pas noyer le visiteur d'informations. En fait. Ouais. Et ça, c'est aussi une autre lecture, une autre appréhension de la composition. Et c'est plutôt intéressant.
Qu'est-ce que tu en penses, Denis, de tout ça? Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a pu dire aussi Stéphane. C'est absolument incroyable, en fait. Au-delà de l'intérêt que ça a, bien évidemment, pour les malvoyants et les non-voyants, même pour les voyants, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je trouve que c'est une ouverture sur un autre monde, sur un autre monde même créatif. Ça nous ouvre plein de nouvelles portes et de nouvelles perspectives. Moi, j'imagine très bien, en tant que photographe animalier, enfin voilà, une photo d'un ours, d'un bison, d'un jaguar, avec les poils qui sont en relief, que même nous, on pourrait toucher, alors que chose qu'on ne peut pas faire sur le terrain, forcément. On pourrait avoir même une lecture encore approfondie de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on a pu voir et photographier, quoi. Ou même des plumes d'oiseaux. Enfin, c'est juste incroyable. Oui, avec Stéphane, on se posait la question d'ailleurs sur sa photo. C'est une queue de baleine qui sort de l'eau comme ça, puis il y a de l'écume sous la queue. Et on se demandait si la reproduction de l'écume était palpable. Bon, elle l'est pas vraiment. Donc, c'est dommage, voilà, ça fait partie. Non, mais elle peut l'être. Je pense que si on décrit vraiment l'image, donc la personne elle va imaginer, elle va se dire ah si, je sens un petit grain comme ça, c'est de l'écume. Et en fait, on va un petit peu en dessous et en fait, on a des vagues, mais ça pourrait être des dunes de sable. Enfin bon, c'est très perturbant. Et à côté de ça, c'est là qu'on en revient. Et nous, on sait de quoi on parle. On en revient à l'importance de l'audio aussi, qui est là, et le QR code. Et franchement, tout va de concert finalement. Puis il faut souligner que c'est quand même une technologie jeune, donc qui va sûrement évoluer. Et là, pas tant que ça, parce que tu sais, la première fois qu'on l'a vu, et c'était avec Benjamin, ça remonte à plus d'une dizaine d'années, et c'était rigolo parce Expo, que à la Grande Halle de la Villette et Patrick aussi. Dupuis en a parlé dans son discours, tout à fait, c'est passionnant, mais c'est vrai que comme ça, pour le grand public, dans une expo accessible à tous, c'est vrai que c'est la première fois. Son application à cette échelle, parce que c'est mondial, il y a eu plusieurs, il y en a aux Pays-Bas, bien sûr, c'est itinérant. Un peu de partout en Europe et aux États-Unis. Ouais, c'est quand même un pas de plus, moi je dirais. Bon, merci Benjamin pour cette belle story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande masterclass avec toi, Denis, sur la photographie d'oiseaux. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. C'est le mois de la photo animalière chez Canon. Photographe de faune et de nature, Canon célèbre la photo animalière tout au long du mois de novembre. Jusqu'à 400 € de remise immédiate sur une sélection d'hybrides EOS R et d'objectifs en monture RF dédiés à la pratique de la photo animalière. Ces offres, valables jusqu'au 2 décembre 2024 et cumulables avec les promotions en cours, sont disponibles dans tous les magasins et sites internet partenaires de cette opération. Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Modalité et liste des points de vente partenaires sur www.canon.fr. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Denis Palanque pour cette grande masterclass consacrée à la photographie d'oiseaux sauvages. Alors, dans cette grande discipline qui est la photographie animalière et plus précisément la photographie d'animaux sauvages, la photographie d'oiseaux est peut-être la spécialité la plus accessible, mais pas forcément la plus simple à réaliser. La base de tout, bien entendu, c'est la connaissance des espèces, de leur comportement et de leur environnement. L'un des plus grands spécialistes des oiseaux français, Guilhem Le Saffre, un ornithologue de renom qui était administrateur de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et qui est malheureusement décédé en mai dernier de cette année. On vous propose de l'écouter. Il nous avait accordé un témoignage il y a quelques années inspirant sur sa passion pour les oiseaux. Ce qui me fascine depuis presque un demi-siècle chez les oiseaux, c'est un certain nombre de choses en fait. C'est une sorte de bouquet dans lequel j'intègre l'esthétique, parce que beaucoup d'oiseaux sont beaux, c'est quand même assez agréable à observer de ce point de vue-là. Le comportement aussi, parce que ce sont des animaux, contrairement aux mammifères, dont il est assez facile d'observer les comportements, et ce sont souvent des comportements intéressants. Il y a, comme on dit, la magie du vol. Ça, je ne m'en lasse pas non plus, parce que c'est extraordinaire de voir évoluer soit un vol de migrateur, soit un rapace en chasse, et je pourrais citer d'autres exemples encore. Et puis, effectivement, il y a cette fragilité, fragilité individuelle, parce qu'un oiseau, c'est avant tout des plumes autour d'un petit peu d'air, hein. C'est une structure extrêmement fine. Les os sont fragiles pour être légers et pour favoriser le vol. Et quand j'utilise le mot « pour », c'est naturellement pas... il faut pas que ce soit interprété comme quelque chose qui voudrait dire que la nature décide des choses. C'est plutôt l'évolution qui aboutit à cette chose-là. Donc fragilité intrinsèque, mais également fragilité des espèces.
Et je dois dire que depuis ces 50 ans que je pratique l'ornithologie et où j'ai été amené à comprendre un petit peu ce qui se passe du point de vue de l'évolution des effectifs, je ne peux que regretter la disparition d'un certain nombre d'oiseaux ou la diminution en tout cas de beaucoup d'espèces et ça fait énormément de peine. La photographie a énormément progressé. Je me souviens des premiers livres que l'on se procurait qui étaient quelquefois même assez souvent des livres en noir et blanc. Je vous parle de la fin des années 60. C'était des livres où la couleur n'apparaissait que petit à petit, avec un matériel qui était encore assez balbutiant. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi l'évolution incroyable de la technique photographique, avec maintenant des documents qui sont absolument exceptionnels et qui suscitent mon intérêt pour deux raisons. Un intérêt esthétique, tout simplement, c'est-à-dire voir un bel oiseau photographié dans une attitude expressive, avec un plumage merveilleux, avec peut-être un accompagnement de poussins, par exemple, ou une scène de chasse, ou une scène de nourrissage, de toilette, de repos. Bref, la photographie actuelle permet d'entrer vraiment dans l'intimité de l'oiseau. La photographie est à la fois pour moi un moyen de ravissement esthétique et d'utilité scientifique. Voilà un témoignage plus que inspirant sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Denis, toi, c'est quoi qui t'anime dans la photographie d'oiseaux? Alors, il l'a bien souligné, c'est déjà une photographie qui est abordable, dans le sens où moi, je crois que les premiers animaux que j'ai photographiés, c'était des oiseaux. De souvenir, c'était des moineaux dans mon jardin en noir et blanc. Je devais avoir, 12-13 ans avec c'était en argentique forcément à l'époque, un vieux Minolta et un 300 mm à miroir qui était un maquinon, je crois, qui était de la taille d'une tasse et sûrement aussi bon que la tasse pour faire des images, quoi. C'était vraiment des photos horribles. Mais ça a l'avantage, l'oiseau, d'être de notre quotidien. On les trouve de partout, on les trouve autour de nous. Il y en a des extraordinaires, il y en a des très discrets, beaucoup plus classiques. Ça c'est un des gros avantages de ces animaux-là, c'est d'être accessible par tout le monde au final, pour tout le monde. Ensuite, voilà, quand on commence à s'y intéresser plus précisément, même en France, en Europe, on a des oiseaux qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques au niveau de leur plumage. Bien évidemment, il y a le martin-pêcheur, mais même un geai. Le geai des chênes, pour moi, c'est un magnifique oiseau, quoi. Très, très subtil dans son plumage. Et après, en tant que biologiste, bien évidemment, il y a tout ce qu'il y a derrière. Donc, en termes évolutifs, c'est des formidables machines, quoi. Enfin, être capable de voler, c'est un oiseau de la taille d'un colibri, aussi bien que celle d'un condor. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Et puis, leur comportement, on découvre chaque jour de nouvelles choses sur leur comportement. Je suis en train de relire pour la deuxième ou troisième fois un livre de Jennifer Ackerman qui s'appelle Le génie des oiseaux, qui est juste hallucinant, qui fait un point sur toutes les nouvelles découvertes qu'on a pu faire ces 30 dernières années. Il y a tout un tas de choses sur l'intelligence, la façon dont les oiseaux utilisent leur environnement qui est à découvrir encore. C'est extraordinaire, ce monde-là. Et tu parles de livres, j'aimerais juste faire écho à la collection des oiseaux éditée aux ateliers EXB dirigée par Philippe Séclier, dans laquelle Guilhem Le Saff, qu'on a entendu, rédigeait chaque préface avec beaucoup d'érudition et de poésie. Et ça fait quelque chose de réécouter les propos de Guilhem. Pour en venir au sujet, quelle espèce on peut voir aujourd'hui en hiver, par exemple, si on veut chez soi photographier un oiseau? Alors en hiver, le plus intelligent, c'est d'aller du côté des zones humides. Parce qu'on a normalement encore quelques hivernants qui viennent en France, qui passent et qui restent l'hiver en France. Donc ça c'est pour quelqu'un qui veut débuter, ne serait-ce que déjà l'observation, les zones humides, c'est excellent. C'est vraiment des très très bons points. On aura beaucoup de canards, mais on aura aussi des espèces hivernantes qu'on n'a pas en été chez nous. Des canards du Nord ou des hérons aussi. Donc déjà, les zones humides, c'est très très sympa. Après, on peut monter plutôt du côté des sommets pour voir des espèces hivernales comme des lagopèdes, des choses comme ça. Mais là, c'est déjà un cran supérieur. C'est un peu plus difficile d'accès. Il faut des meilleures connaissances sur leur biologie, sur leur comportement. C'est un son incroyable, le lagopède. Je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, un cri. Une espèce de son guttural, un claquement. Là. Ouais, c'est assez hallucinant. Est-ce qu'on peut croiser en France des très grands oiseaux sauvages? Parce que
On se Oui, projette très facilement des après, oiseaux moyens, comme tout s'il y avait dépend. un niveau de taille, mais voilà, les très grands oiseaux sauvages, on peut les voir en France facilement. Ouais, après, ça dépend ce que tu appelles très grand, mais quand tu Des prends. trucs, rocher de des trucs Rocamadour. impressionnants, des trucs impressionnants. Ouais, bah, les vautours, tu peux tout à fait aller vers les falaises de Rémusat, c'est assez facile d'accès. Pour débuter en photo, c'est absolument génial avec des oiseaux qui font plus de 2 mètres d'envergure. Donc ouais, c'est déjà... Et qui passent assez près des gens, puisque eux, ils sont là, ils cherchent les thermiques. Et donc voilà, il suffit de se poser et d'être là, quoi. Il y a des moments de la journée à privilégier quand on part photographier des oiseaux. Alors les oiseaux, comme beaucoup de vertébrés, sont quand même très actifs le matin Ouais. et le soir. En journée, notamment en été, quand il fait très très chaud, la plupart, ben voilà, ils font comme nous, ils vont se mettre à l'ombre, ils attendent que ça passe. Après au niveau bien évidemment des lumières, parce que voilà, on parle aussi de photographie, c'est aussi les périodes à privilégier. Hein. Une belle photo de héron pourpré qui vient se poser dans une roselière pour chasser, enfin pour pêcher pour le coup, c'est absolument magnifique, quoi. Est-ce que tu aurais quelques conseils d'outils un peu ornitho pour apprendre un peu à connaître les oiseaux, à les reconnaître et comprendre un peu leur comportement? Alors, tu as évoqué ce livre-là, bon, peut-être quelque chose d'un petit peu plus grand public? Oui, tout à fait. Bah, la première chose, c'est le guide ornitho. Enfin, c'est d'avoir un bouquin qui identifie l'oiseau. Parce que la première chose qu'on va faire quand on va aller dehors, avant même de faire des photos, c'est de prendre sa paire de jumelles. Donc, l'outil le plus important du photographe animalier, c'est la paire de jumelles, on est bien d'accord, qui sert à tout, hein, au repérage comme à l'observation des détails. Et donc, voilà, après, il faut savoir identifier ce qu'on voit pour savoir si c'est l'espèce déjà qu'on cherche, si on cherche une espèce en particulier. Mais de toute façon, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on photographie. Donc, les guides, genre guide ornitho, enfin, il y en a toute une série, sont indispensables. C'est toujours des Lachaud, Nisley un peu incontournables ou il y a d'autres Ouais, il y a des applis aussi. Hein. C'est des incontournables. Il y a des applis, je vais en parler. Il y a la Salamandre aussi qui fait des petits guides qui sont vraiment excellents aussi. Après, au niveau des applis, donc il y en a plusieurs qui existent. Il y a eBird, qui est une appli américaine, qui est très très intéressante pour tout ce qui est reconnaissance de l'oiseau lui-même. Il y a des fiches techniques qui décrivent aussi ses habitudes, ses lieux de vie, tout ça. En anglais, du coup, uniquement En anglais, oui. Après, il y a Merlin qui existe. Après, peut-être qu'elle existe en français, mais je suis pas sûr. Merlin ou Merlin? Alors, ça s'écrit Merlin. Ouais. C'est le nom du faucon émerillon en anglais, donc Merlin. Et celle-ci, elle est plus que géniale parce qu'elle vous permet aussi de reconnaître les champs d'oiseaux qu'il y a autour de vous et donc d'identifier quel oiseau vous avez autour de vous. On peut même télécharger des bases de données pour être partout où on veut dans le monde et pouvoir identifier ce qu'on a de nous. Donc c'est Cornell Lab et l'Université de Californie, je crois, qui ont développé ça. Et le gros avantage de cette appli, c'est que c'est open source. Et donc toutes les infos que nous, on enregistre, on peut leur envoyer si on le souhaite pour qu'eux, ils continuent à faire évoluer leur liste et les connaissances au niveau de la répartition géographique des oiseaux dans tel ou tel habitat. Moi, je m'en sers beaucoup dans des pays exotiques, genre Panama, Costa Rica, enfin Brésil, des choses où je ne connais pas encore tous les oiseaux, forcément. Oui, parce qu'on parle souvent du visuel pour reconnaître une espèce, mais le son, c'est hyper important. On en a parlé à ces micros avec Marc Namblard, qui est audio-naturaliste, et c'est vrai que quand on commence à distinguer les différents types de cris, en plus c'est très subtil, un cri d'oiseau, ça peut être très subtil. Donc, je crois qu'ils peuvent émettre plusieurs sons. Ils ont des plusieurs tons avec un même son, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, avec leur syrinx. C'est exactement ça. Ils ont un syrinx, du coup, ils sont capables de faire 2 sons en même temps. Voilà, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Ouais. Et c'est fascinant. Et en fait, les vrais ornithos, donc les vrais, eux, ils reconnaissent tout à l'oreille, quoi. Moi, j'en suis pas encore là, honnêtement. Moi, je suis photographe et à la jumelle. Les sons, j'en reconnais beaucoup, mais voilà, il y a tellement d'oiseaux qui existent. Il faudrait que je passe mon temps à ça, quoi. Bon. Alors, tu as commencé un peu à effleurer le sujet de la paire de jumelles et donc de l'observation, étape fondamentale dans la photographie animalière d'une manière générale, mais évidemment aussi dans la photographie d'oiseaux. On avait fait d'ailleurs, Benjamin, une émission qu'on avait entièrement consacrée aux jumelles, qui était hyper intéressante. Et alors aujourd'hui, moi, je vous propose de découvrir peut-être l'outil ultime d'observation pour les oiseaux. C'est une paire de jumelles intelligentes qui est signée Swarovski Optics, c'est l'AX Visio et qui nous est présentée par Bruno Fouillat d'IPLN. On l'écoute. Swarovski a sorti cette
petite merveille, hein. Donc c'est même la première jumelle intelligente. Donc c'est une jumelle en fait qui va être connectée à votre smartphone. Donc l'avantage que vous allez avoir avec cette connexion, c'est qu'automatiquement la jumelle va pouvoir avoir une reconnaissance et sur les oiseaux. Donc elle va vous donner le nom des oiseaux instantanément en appuyant sur un bouton. Donc il y a un réticule sur le tube droit de la jumelle. Il suffit de bien mettre donc l'oiseau au centre, on appuie et quasiment instantanément donc apparaît dans la jumelle le nom de l'oiseau. La base de données de la jumelle est en plus extensive puisque de toute façon on peut aller connecter donc à l'application Merlin, l'application aussi de Swarovski optique. Donc elle est complètement mise à jour, elle est toujours renouvelée. Donc ça, c'est pareil, on change de continent, on ne connaît pas forcément les oiseaux sur tous les continents ou même sur toute la partie de la France. Là, c'est grâce à cet outil-là, on va pouvoir justement connaître instantanément le nom des oiseaux. C'est un gros avantage. Après, bon, il ne faut pas que l'oiseau soit en mouvement ou soit en vol, là où c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait, la jumelle, elle va prendre une photo et la comparer dans sa base de données. Donc l'appareil photo, on est sur un petit capteur, on est sur 13 millions de pixels, donc c'est pas non plus une grosse définition. La jumelle étant 10 fois, l'appareil photo correspond à un 280 mm, donc en 10 fois, on est plus proche du 500 mm, donc on n'a pas du tout la même focale. Donc on peut avoir des petites erreurs. Mais le gros avantage, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une identification d'oiseau, la jumelle donc va prendre une photo, ce qui fait que même si on a un doute au moment de l'observation, le soir ou 5 minutes après, on peut se connecter à son smartphone, regarder l'image et vérifier, même si on a un guide ornithologique à côté, ou partager l'image si on a vu quelque chose d'exceptionnel et qu'on a envie de le partager tout de suite, ou l'envoyer sur une base d'ornitho pour dire voilà, j'ai vu telle espèce à tel endroit, et c'est possible, puisqu'en plus de ça, donc la jumelle va prendre les coordonnées GPS de l'image, donc on a toutes les métadonnées à l'intérieur. Donc c'est vraiment un outil, je dirais, pour l'ornitho qui peut être très intéressant pour appuyer toutes ces observations derrière. Bon, je pense qu'on aurait pu consacrer une émission entière juste sur ce produit. Quand on s'affole de voir 3 600 € pour le nouveau 2870 f2 de Sony G Master, là pour la X-Visio, faut quand même aligner 4 000 € pour s'offrir cette petite merveille de technologie. Coïncidence, tu es ambassadeur Swarovski Optics. Est-ce que tu l'as testé déjà, cette paire de jumelles ? Non, j'ai prévu de la tester à Montier. Donc là, cette semaine. Non, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur le terrain. Il y en a pas eu beaucoup qui ont été délivrés en France. Tu m'étonnes, à 4 000 balles. Et balles. c'est vrai qu'en fait, c'est son gros point faible. Je pense que c'est son tarif. Parce que pour des gens qui auraient vraiment besoin d'avoir accès à la base de données, c'est un peu hors de prix. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'expéditions scientifiques notamment. Il y en a encore qui se font, ça existe. À Madagascar ou dans d'autres endroits, c'est vrai qu'avoir une paire de jumelles comme ça dans l'équipement, ce serait pas stupide. Mais comme le dit Bruno dans son témoignage, c'est hyper intéressant. C'est surtout pour les ornithos, quoi. Peut-être les purs et durs. Comme tu disais tout à l'heure, on va faire une distinction peut-être entre les ornithos et les naturalistes. Tout à fait. Et pour détecter même des espèces, parce que si ça si ça garde les coordonnées GPS, c'est super intéressant, parce qu'il y a à la fois la base de données, ok, on reconnaît un oiseau, très bien, mais il y a peut-être un oiseau qui n'est pas dans la base de données, et on va pouvoir les retrouver grâce à ces coordonnées, donc c'est hyper intéressant. Ouais, je confirme qu'en fait, on n'a peut-être pas conscience, mais en fait, en France, il y a énormément d'inventaires ornithos qui sont faits dans les parcs, dans les espaces naturels sensibles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de bureaux d'études qui sont chargés de faire ça chaque année, quoi. Comment on bosse, Denis, quand on fait de la photo d'oiseaux avec une paire de jumelles ? Donc, j'imagine qu'on fait les repérages à la jumelle. À quel moment on passe de la jumelle à l'appareil photo ? Comment ça se manipule concrètement, tout ça ? C'est quoi la chronologie des choses ? Alors, je dirais que ça dépend un petit peu de ce que tu as prévu de faire. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je travaille sur un reportage, sur une espèce en particulier, je vais déjà partir rien qu'avec ma jumelle, un calepin ou des choses comme ça, mon téléphone pour enregistrer des vocaux. Et déjà, voilà, ce sera mon outil de base pour faire mon repérage de loin, quelle que soit l'espèce. Mais après, quand tu es sur le terrain, alors que ce soit toujours dans le cadre d'un reportage ou que ce soit juste pour aller dire je pars dans la nature faire de la photo, moi, les jumelles, j'ai un harnais, je les ai constamment sur moi au niveau de ma poitrine, donc je ne les porte pas. Elles sont accessibles
tout le temps. J'ai mon sac à dos par-dessus, j'ai des fois mon appareil à la main, et dès qu'il y a, enfin, on s'en sert quasiment toutes les 15 minutes, quoi. Dès qu'il y a un truc suspect, hop, on prend les paires de jumelles, on regarde, on s'en sert tout le temps, quoi. Il y a des petits supports qui existent, je le précise, chez Epic Design notamment, qui permettent de le mettre sur les capture clips, sur les sangles de sac à dos. Et quand on a des jumelles un petit peu imposantes, moi c'est mon cas, j'ai une paire que j'aime bien, Bushnell, mais qui est assez lourde, assez encombrante aussi, et cette espèce de petit accessoire est vraiment précieux parce que une fois les jumelles sur le harnais, on les sent plus, quoi. Alors, je fais une petite parenthèse. Sur l'AX Visio, Bruno m'a expliqué qu'il y avait une fonction que je trouve géniale quand on part à plusieurs se balader et qu'on emmène une seule paire de jumelles. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une observation et identifie quelque chose à regarder, il peut mettre un marqueur dans la jumelle, et quand il passe la jumelle à son voisin, la jumelle va guider le second observateur pour venir se repositionner exactement à l'endroit qui a été marqué. Ça, je trouve ça c'est très, très ludique. Mais bon, On perd un peu de magie, mais petite c'est parenthèse. fascinant. Tu vois, pour moi qui accompagne des groupes en voyage photo, donc on a toujours un guide avec nous qui lui a souvent une longue vue parce que des fois les gens ont du mal à voir. Souvent ils sont équipés d'un laser, donc il faut avoir des autorisations particulières pour avoir un laser et l'utiliser. Il faut vraiment être assermenté, être garde dans la plupart des parcs au monde. Mais tu vois, le fait d'avoir ce type de jumelle permettrait d'éviter d'avoir le laser, parce que des fois, C'est juste sûr. le fait d'allumer le laser sur le tronc de l'arbre, l'oiseau s'envole, quoi. Et, Puis je vous laisse imaginer si on arrivait à synchroniser cette technologie-là avec le boîtier qui peut du coup nous orienter. Bref, on s'égare. On se demande même pourquoi c'est pas déjà le cas finalement. Bon, avant de parler technique de prise de vue, on va parler un peu matos et essayer de dresser en quelque sorte le portrait robot de la configuration boîtier optique idéal pour cet exercice. Denis, selon toi, quelles sont les caractéristiques techniques importantes à prendre en compte au niveau du boîtier quand on fait de la photographie d'oiseaux? Alors, si on parle tout niveau confondu, c'est-à-dire sans faire de distinction entre les professionnels et les photographes plus amateurs, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une longue focale, parce que les oiseaux, la plupart, notamment en Europe, ne sont pas très gros. Ils sont plutôt de petite taille, donc d'avoir un minimum 400, 500, 600, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Et un AF qui est un AF de compétition. Donc, ces dernières années, quelles que soient les marques, les AF ont énormément progressé. Là, dernièrement, chez Canon, ils ont fait encore un bond en avant avec les derniers R5 Mark II. On va en reparler, ouais. Et le R1. Mais c'est essentiel, l'autofocus, parce que l'oiseau est bien souvent caché dans les branchages, les buissons, des choses comme ça. Ou alors, il est en vol, il faut que là, l'AF il puisse suivre aussi. Donc ça, c'est vraiment les deux paramètres essentiels, quoi. Est-ce qu'il y a toujours ce parallèle entre la PSC, plein format ou micro 4 tiers et plein format? Est-ce qu'on conseillera toujours en animalier plutôt le petit capteur? Parce qu'aujourd'hui, le plein format est devenu plus défini, il permet de recadrer. Donc est-ce que on va toujours aller quand même sur de la PSC? Parce que c'est plus abordable aussi. Bah c'est ça, quoi. 600 mm en full frame, ouais. Ça coûte en cher. fait, l'avantage de la PSC permet d'avoir des focales moins longues, donc forcément moins chères, pour avoir le même résultat que sur un full frame. On est d'accord par contre que, par exemple, je prends ce que je connais comme marque, un Canon, puisque je travaille en Canon. Si on prend un R7, qui est un excellent boîtier, la plupart d'ailleurs des photographes qui font de l'animalier aiment avoir un full frame et un APS-C en complément. On s'en sert, c'est deux outils qu'on se sert différemment. Et bon, sur le R7, 32 millions de pixels, c'est une excellente définition. Par contre, forcément, les pixels sont très petits. Oui. Et là où ça pêche, c'est la montée en ISO. Et il y a des fois où, moi, quand je travaille dans la forêt tropicale, en sous-bois, on a très, très peu de lumière. Je fais des photos régulièrement à 12 800 ISO, 20 000, enfin vraiment. Donc là, l'APS-C, pour le coup, il est un peu moins bon. Parce que si tu prends ton R5 II, 45 millions, recroppé en 30 millions, ouais, tu auras une meilleure qualité. Alors ça, c'est à vérifier. C'est à vérifier aussi. T'insistes pas mal sur l'autofocus, mais est-ce que la rafale, le niveau de bruit dans les hautes sensibilités ISO, la stabilisation, c'est aussi des trucs importants ou c'est moins fondamental? Non, si, c'est évident. En fait, c'est des choses qu'on a tellement l'habitude d'avoir maintenant qu'on n'y fait presque plus attention. Mais pour autant, la stabilisation, maintenant, on a la stabilisation optique et capteur qui se couplent. Moi, j'ai fait des photos 800 mm à main levée sur une barque qui bouge. Elles sont nettes parce que pourtant j'étais à des vitesses basses, au 250e de seconde, au 800 mm. Ouais, normalement, sur ça un rentre pas, ça, ouais. sur un animal en mouvement, et l'image elle est nette, quoi. C'est quand même super important du moment où on va aller dans la nature, que ce soit pour d'ailleurs de l'oiseau ou du mammifère. Tous ces petits gadgets n'en sont pas en fait. C'est vraiment important.
La rafale aussi, un oiseau en vol, bon, je sais qu'on va parler un peu aussi de la pré-rafale, mais un oiseau en vol, alors, il y a des oiseaux qui sont plutôt lents, pâteaux, voilà, genre des pélicans. Mais quand on photographie un colibri, pour avoir le moment où son aile elle est bien placée, qu'elle n'est pas devant sa tête, qu'elle n'est pas devant la fleur, bah, c'est essentiel. Alors, donc toi, tu bosses avec du matériel Canon. Les super télé en Canon, ils sont blancs. Oui. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire finalement d'avoir ce gros pot de blanc quand on est dans la nature ou faut essayer de rester un petit peu discret quand même? Alors sur ce sujet-là, en fait, ça va beaucoup dépendre de où tu es. J'entends où tu es au niveau du globe. Tu vas dans un pays comme le Costa Rica, que je connais très bien, ou même dans le parc de Yellowstone, où il y a à la fois des mammifères, tout ça, que ton téléobjectif soit blanc, bleu ou vert, les animaux n'en ont rien à faire. On voit peu des téléobjectifs verts quand même. J'en vois. Tu peux les camoufler. J'en ai vu. Ouais, non, ça ils s'en fichent, on peut dire clairement que les animaux n'en ont que faire. Et par contre, dès que tu vas aller dans des endroits où la pression humaine est beaucoup plus forte, donc en Europe, notamment aussi en France, là, voilà, si tu bouges, que tu es dans un affût, que tu as un téléobjectif blanc et que tu bascules sur la gauche, le héron que tu auras en face va s'envoler obligatoirement. Bon. Accessoires, il y a des choses un peu incontournables. On a évoqué la paire de jumelles, mais accessoires pour le boîtier, accessoires pour le photographe. Le trépied. Le trépied avec une bonne rotule pendulaire. Quand on a des longues séances de photographie, ça soulage bien parce que les téléobjectifs sont lourds, même s'ils sont de plus en plus légers, ils restent quand même lourds. Et voilà, quand on passe 6 heures dehors avec un télé, l'avoir à la main ou l'avoir sur un trépied avec une bonne pendulaire, c'est génial. J'ai fait des photos de pigargues en Alaska. Le fait d'avoir une bonne pendulaire bien fluide sur un trépied stable, au 800 mm, j'ai pu le suivre en vol et faire des super belles images. À main levée, je sais pas, c'était en fin de journée, là, parce que c'était le crépuscule. Je sais pas si elles auraient été aussi bonnes, quoi. Peut-être pour les photographes qui débutent, tu pourrais expliquer ce que c'est une rotule pendulaire? Nous, ça nous paraît évident, ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Tout à fait. Alors, une rotule pendulaire, c'est donc une rotule qui est vraiment créée pour les téléobjectifs. Donc ça, c'est une espèce de L, de double L. Et donc le premier L, la partie rigide est fixée sur le trépied. Et le deuxième L, il bascule en fait sur un axe qui permet d'avoir un mouvement très très fluide. Si on a bien équilibré son objectif, quand on lâche l'appareil, il revient à la position d'équilibre. Et ça permet de ne pas avoir sa rotule de bloquer et d'être très rapide. Un genre de gyroscope manuel, quoi. C'est exactement ça. Un truc. C'est bien pour les feignants surtout. Et puis ça soulage les articulations. Non, c'est pratique. Tenue pour le photographe, est-ce que, bon, c'est des choses évidentes, mais des fois, ça fait du bien de rappeler les choses évidentes? Oui, tout à fait. Donc là, on revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certains pays où ta tenue vestimentaire va avoir beaucoup moins d'incidence qu'en France, notamment. Si en France, tu veux aller photographier du martin pêcheur, du héron, ou pire, de la buse, qui est aussi un oiseau très commun, mais très farouche, si tu t'habilles d'une manière voyante, même ta silhouette d'humain, les mammifères sont plus sensibles à ça, mais certains oiseaux sont quand même très sensibles à notre silhouette, notamment parce qu'ils sont chassés, les canards entre autres, et les hérons, même s'ils ne devraient pas être chassés, voilà, ils craignent beaucoup l'homme. Ça, c'est important. Donc, la plupart du temps, voilà, quand on veut faire un affût ou même une approche, l'idéal, c'est d'être camouflé soi-même. Ok. Alors, parmi les technologies modernes des hybrides, on l'a un peu évoqué, il y en a une qui peut être ultra intéressante, qui est assez récente aussi, pour la photographie d'oiseaux, c'est ce qu'on appelle le pré-déclenchement ou la pré-rafale. Cette techno est par exemple intégrée dans les derniers boîtiers hybrides Canon, que sont le R5 Mark II et, très prochainement, le R1. On écoute le photographe Éric Médard nous en parler. Alors oui, cette technologie de prédictive, on va dire, de déclenchement est vraiment adaptée à la photographie d'oiseaux, enfin à certains moments de la photographie d'oiseaux, enfin certains types d'affûts. C'est-à-dire que pour photographier un oiseau en train de picorer dans une mangeoire, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, pour photographier un oiseau, pour revenir à la mangeoire, par exemple, qui serait amené à se battre, l'exemple classique, ce sont les verdiers qui se battent souvent sur la mangeoire, eh bien au moment où on verrait ces deux verdiers qui commencent à être assez proches l'un de l'autre, ou peut-être qu'un combat pourrait démarrer, eh bien là c'est une technique qui est incroyable parce que on enfonce en effet le déclenchement à mi-course, ça lance
un processus de prise de vue en fait qui va s'effacer au fur et à mesure si jamais ça dure un petit peu au niveau de la mémoire tampon, et au moment où on déclenche vraiment, eh bien on a peut-être une seconde, je ne sais plus exactement, mais peut-être une seconde d'images qui sont conservées avant le moment même où on a appuyé sur le déclencheur, ce qui fait que des comportements qu'on n'arrive pas à figer tout simplement parce que ça va beaucoup trop vite par rapport à notre temps de réaction, eh bien là, ces moments-là sont figés en avant-première, on va dire, avant qu'on ait vraiment appuyé. Donc ils sont sur la carte mémoire et ça pallie à notre lenteur de réaction par rapport à un envol ou à un combat d'oiseaux, par exemple. Si on connaît bien son sujet, on observe ses comportements, on observe ses postures. Chez l'oiseau, par exemple, assez souvent, ça va se concrétiser par le plumage qui se resserre le long du corps, avec une attitude un petit peu plus contractée qui montre que ça va être prêt à décoller ou que ça va être prêt à castagner, tu vois. Chez les mammifères, on va avoir aussi des comportements qui sont comme ça très reconnaissables. Alors ça va dépendre des mammifères, mais par exemple, quand on va voir, je sais pas, chez le chevreuil, les oreilles qui commencent à se coucher un petit peu à l'arrière, et puis tout ce corps, ça c'est assez souvent la même chose chez tous les animaux, c'est quand on a le corps qui commence à se tendre, et bien là ça veut dire que il va se passer quelque chose. Donc là ça vaut le coup, avec ce déclenchement prédictif, de commencer à appuyer sur le déclencheur et être prêt comme ça à appuyer à fond dès que ça commence à partir. Et souvent on appuie à fond, donc comme je disais tout à l'heure, avec un petit peu de retard, mais comme on a la prise de vue prédictive, on est bon. Bon, merci évidemment Eric, qu'on connaît bien, puisqu'il est déjà venu nous partager sa science à ses micros il y a quelques temps. C'est un truc qu'on peut appeler, même si j'aime pas trop ce terme, game changer, ça, le pré-déclenchement en rafale. Alors ça permet en effet de faire des images qu'on aurait ratées sûrement à certains moments. D'autant plus si on est plutôt débutant. Après, comme le dit très bien Eric, à force de photographier les oiseaux, d'observer les oiseaux, on a des petits déclencheurs comme ça, donc comportementaux qui nous font dire attention, celui-là il va bientôt décoller. Chez les hérons, clairement, on voit un léger fléchissement des pattes. Et souvent d'ailleurs il y a éjection d'une petite fiente pour s'alléger et hop, le décollage se fait dans la suite. Donc ça c'est des petits déclencheurs prédictifs. Quand on n'a pas l'habitude, c'est bien d'avoir ce prédéclenchement. Mais par exemple, je repense à une scène qu'on a photographiée quand j'étais dans le parc de Yellowstone avec des pigargues encore. Il y a un pigargue qui était dans un arbre et donc j'accompagnais des photographes, des gens. Tout le monde voulait le photographier au départ, à l'envol. On est resté 45 minutes à attendre qu'il s'envole parce que les pigargues, ils passent 80% de leur temps perchés à attendre. Donc, c'est long. Et forcément, au bout de 45 minutes, tout le monde avait perdu l'attention. Enfin, ça demande beaucoup d'attention de photographier de l'animalier. Et à ce petit moment-là où on voit son cou qui commence à se rétracter, les plumes qui se resserrent, là, moi, je préviens tout le monde. Et le fait que les gens soient un peu moins attentifs, le déclenchement prédictif, ça leur permet d'avoir ces images que peut-être ils auraient ratées, quoi. Précisons quand même que cette techno, elle n'est pas propre à Canon et que tous les boîtiers aujourd'hui qui sortent l'utilisent. Il y a des modes pré-capture presque chez tout le monde. D'ailleurs, si je peux souligner, Canon, je crois que c'est sur les deux derniers boîtiers, c'est 0,5 secondes de pré-enregistrement, on va dire, et la plupart sont à la seconde, sont un peu plus Oui, plus tout à fait. Après, on se retrouve quand même avec des batteries d'images, mais bon... On est d'accord. Finalement, moins aussi que si on tentait à chaque fois, on se dit il va décoller, paf, on lance la rafale. Là, finalement, on déclenche plus la rafale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense qu'une scène va se produire mais qu'elle ne se produit pas, on déclenche que quand ça se produit. Donc finalement, ou quand après ça s'est produit. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est comme si le fait de déclencher devenait juste un marqueur maintenant, quoi. C'est surtout que finalement, à la fin, en post-prod, on se retrouve avec le juste nombre d'images presque. Enfin, on a beaucoup moins de déchets, quoi. Après, c'est vrai que travailler à la mangeoire, on a plusieurs occasions. Des fois, dans la nature, on n'en a qu'une. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas la rater. Ça, c'est un outil qui... À travailler à la mangeoire, parce que on souriait un peu en écoutant les propos d'Eric qui parlait de la mangeoire. Mais ça reste quand même un incontournable, la mangeoire, non ? Il ne faut pas le bannir en hiver. Ou c'est quoi ton point de vue ? Il y en a plusieurs des points de vue. En fait, tout est dans l'intensité qu'on va y mettre. La mangeoire, c'est très très bien. Ça aide beaucoup d'oiseaux à passer l'hiver. Ça permet aussi de leur apporter un petit havre de paix vers chez soi, par exemple, de pouvoir réaliser des images. Mais pour beaucoup d'espèces, alors pas les espèces les plus communes, mais plutôt les hivernants qui vont arriver chez nous,
Moi, vers chez moi, j'ai des gros becs, des choses comme ça. Donc, eux, ça les aide à passer l'hiver quand il est très rude. Il est de moins en moins rude chez moi. Bon, ok. Mais par contre, il ne faut pas continuer à nourrir toute l'année. Il y a des gens qui nourrissent toute l'année. C'est pas une attitude qui, moi, en tant que biologiste, je trouve que c'est pas une attitude qui est correcte parce que ça habitue trop les oiseaux à venir se nourrir ici et du coup, ils perdent vraiment leurs réflexes. Le jour où la personne arrête de les nourrir, il y en a beaucoup qui vont plus trouver de quoi se nourrir par eux-mêmes. Même s'ils sont très adaptatifs, les oiseaux, toutes les espèces sont pas égales, quoi. Alors, sans transition, comme pour la photographie de golf, la photographie d'oiseaux est l'un des rares cas sur lequel on peut voir apparaître des problèmes de rolling shutter. Et sur ce point, il y a quand même pas mal d'évolutions ces dernières années qui ont été faites, notamment l'utilisation de capteurs empilés, et si on pousse l'extrême, l'utilisation de capteurs à obturateur global. À quel moment on peut voir ce phénomène et est-ce que les capteurs empilés te permettent de te simplifier la vie sur ça? Oui, bien sûr. C'est moi, là où je l'ai concrètement vu sur le terrain, parce que je ne fais pas de golf, c'est quand j'ai photographié des colibris. Et là, clairement, la vitesse de battement des ailes du colibri... C'est la plus élevée, non? Au monde, c'est ce qui lui permet de rester statique ou il y a des espèces qui... Je pense que ça doit être dans les plus élevés, mais vu que j'en suis pas sûr, je n'affirmerai pas là, pour le coup. Ouais, et j'ai des images, notamment, que j'avais faites avec un R6, où j'ai du rolling shutter, j'ai des ailes de colibri très esthétiques, mais très déformées, quoi, qui n'ont absolument rien à voir avec l'anatomie du colibri. Après, c'est vraiment pour des espèces un peu extrêmes. La plupart du temps, j'ai pas eu trop de soucis. Maintenant, avec les capteurs empilés actuels, à partir du R3, déjà, ça commence à bien diminuer le rolling shutter. Et là, sur du R5 Mark II, j'ai pas eu l'occasion d'essayer un R1. Voilà, sur de l'oiseau, en tout cas, qui est quand même moins rapide que le golf, je pense, on n'en a pas, quoi. Bon, maintenant, on va entrer dans la technique pure et dure de prise de vue. Faire de la photographie d'oiseaux, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Et l'une des premières problématiques à laquelle on va se confronter, c'est naturellement le cadrage. Portrait ou paysage, il faut choisir et s'adapter, comme nous l'explique la photographe Virginie Georges, journaliste pour le magazine Images et Nature. On l'écoute. Alors c'est vrai qu'on peut cadrer de façon très différente selon le style qu'on veut donner à sa photographie, mais aussi en fonction de l'oiseau lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui se laissent plus approcher que d'autres. Donc sur un oiseau très craintif, il va falloir cadrer en paysage en l'intégrant vraiment dans son décor, dans son environnement naturel. Alors que sur certains oiseaux qui sont plus faciles d'accès, on va dire, on peut envisager vraiment du portrait, avec même beaucoup de détails dans le plumage, dans le regard, dans le bec. Mais ça va être dépendant de certaines espèces. Et puis, en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que si les oiseaux sont en pleine nature, ils sont plus difficiles à approcher que les oiseaux qui vivent dans des parcs, dans des jardins ou sur la plage ou même dans notre jardin à nous. Les oiseaux, lorsqu'ils sont habitués à l'espèce humaine, mais ça c'est valable pour tous les animaux en fait sauvages, lorsqu'ils sont habitués à l'espèce humaine, ils se laissent plus facilement approcher, d'une part. Ensuite, d'autre part, ce qui est important, c'est la longueur de la focale qu'on utilise. Plus la focale va être importante, plus on va pouvoir faire forcément du cadrage serré. Après, tout dépend du rendu que l'on souhaite donner à la photo, si on veut de la photo plus style paysage ou plus portrait. Du coup, toi, Denis, t'es plutôt portrait, t'es plutôt paysage, t'es plutôt scène posée ou t'es plutôt action quand tu shootes des oiseaux? Alors moi, j'aime pas me restreindre. Je pense qu'en fait, en fonction de ce qu'on veut faire et de l'intention qu'on a envie de mettre dans l'image, c'est vrai que c'est dépendant de l'oiseau, c'est dépendant de son environnement, mais il ne faut pas se restreindre, il faut tout faire. Moi, par exemple, j'adore, j'ai fait des photos de la gopette des saules au Yukon dans la neige, j'ai fait des portraits serrés.
Bien sûr, parce que c'était intéressant, c'était des animaux qui n'étaient pas trop farouches. J'avais un gros télé, j'avais un 800 avec moi, mais j'ai aussi fait des scènes au 70-200 où l'oiseau, il est intégré dans son milieu, on le voit quasiment pas, parce qu'il y a un côté esthétique indéniable. Je pense que en fait, il faut absolument respecter l'oiseau dans le sens où un oiseau qui est farouche, faut pas vouloir l'approcher, ça c'est sûr. Je pense qu'on y reviendra après, mais c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Mais après, si on a la chance d'avoir, notamment, on revient toujours à la même chose, mais dans certains pays où on a la chance d'avoir des oiseaux qui sont très peu farouches, il ne faut pas se priver, il faut faire des photos. Moi, j'ai fait des photos grand angle d'oiseaux parce que c'est génial. Ça. On a l'oiseau au premier plan qui est hyper proche, qui prend un tiers de l'image et on a tout son environnement derrière. C'est super. Tout comme c'est super intéressant de faire un portrait serré où on voit le détail des plumes, on voit les yeux, on voit tout, quoi. Mais est-ce que le fait de ne pas se restreindre, ça veut dire qu'il faut fatalement avoir 2 boîtiers? Parce que tu parlais tout à l'heure de la rotule pendulaire avec le pied, c'est une restriction. C'est-à-dire que si l'oiseau s'envole et va dans une direction, à un moment, tu te retrouves contraint et tu ne peux pas forcément le suivre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à tout moment, tu es prêt à choper ton 2e boîtier, soit pour faire du grand angle, soit pour faire autre chose? Ouais, j'ai toujours un 2e boîtier équipé d'une optique plus large, donc grand angle ou petit télé, ça dépend de la distance à laquelle je suis de mon oiseau. Et puis il faut bien avoir conscience que quand tu travailles avec un télé, c'est parce que c'est un oiseau que tu ne peux pas approcher, que tu es assez loin de lui. Donc de toute façon, tu n'as pas le choix, quoi. Quand on fait de la photographie d'oiseaux, on travaille avec la technique de l'affût, de l'approche, ou simplement on se balade avec un boîtier autour du cou? Là, pareil, il ne faut pas se restreindre. Moi, j'utilise tout. Ça dépend encore de ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire du martin-pêcheur, l'idée, c'est de prendre ta paire de jumelles, d'aller sur le terrain, de repérer quels sont ces perchoirs. Les martins-pêcheurs sont très casaniers. Ils ont leur trajet. Des fois, ils ont même leur timing en fonction des saisons. Ils passent à tel endroit. Parce que pour eux, en fait, faut se mettre dans la tête de l'oiseau. Pourquoi il vient sur ce perchoir à cette heure-ci? Tout simplement parce que le soleil, il a bougé et que quand il est là à cette heure-ci, il n'a pas les reflets du soleil qui brillent sur l'eau et il voit le fond et donc il sait qu'il va pouvoir pêcher ou pas à cet endroit-là. Tout ça, c'est des petites choses qu'on apprend quand on est sur le terrain à force de voir les oiseaux et les animaux. Et donc voilà, un martin-pêcheur, l'affût, c'est l'idéal. On est là, on est posé, on est relativement près de lui. C'est pas un oiseau trop farouche. Moi, j'ai même un martin-pêcheur qui s'est posé sur le toit de mon affût. Enfin, je veux dire, voilà, là, c'est l'idéal, c'est l'affût. C'est pas pratique, ça, pour le photographier. Non, après, il faut sortir le smartphone. Ouais. Non, mais tu fais connaissance. Et après, par contre, il y a des oiseaux, comme quand tu vas en montagne, voilà, là, c'est de l'approche sur du lagopède, par exemple. Là, tu es obligé de partir, de marcher, de trimballer le sac avec ton camouflage, parce que malgré tout, c'est des oiseaux qui sont farouches. Il va falloir rester loin pour ne pas les déranger. C'est des oiseaux farouches et fragiles. Donc, en fait, en fonction de l'espèce que tu vas vouloir photographier, il faudra que tu adaptes ton comportement et tes techniques. Puis il y a pas mal aussi de parcs ornithologiques dans lesquels sont déjà préinstallés des zones d'affût hyper faciles d'accès, hyper confortables, sur des points de vue absolument fantastiques. Comment on fonctionne techniquement dans un affût? On a son boîtier qui est toujours allumé, on a le doigt sur le déclencheur en permanence, on balaye, on est à la jumelle. Enfin, c'est exactement ça. Dans la pratique, en fait, donc il y a des très très bons endroits, notamment en Camargue, mais aussi dans le Marcanterre. Enfin, il y a plein d'endroits qui sont adaptés à l'observation et quelques-uns à la photographie, parce que on a des gros télés, il faut que les fentes prévues dans les affûts soient assez larges. On peut aller aussi, je pense en Camargue, il y a le Pont de Gau, qui est un endroit qui est assez génial aussi pour faire de la photo d'oiseaux à tout niveau, même en tant que débutant. Voilà, 1,50 m devant toi, tu as des flamants roses, quoi. Voilà, c'est fou. C'est hein. de la macro, presque. Ouais. Mais du coup, quand on est dans un affût comme ça, qu'on a la chance d'être tout seul le matin tôt, en général, le boîtier, il est allumé, il se met en veille tout seul, il y a juste besoin de réactiver le déclencheur pour le réveiller, et on a la paire de jumelles rivée sur les yeux pour voir un petit peu ce qui arrive, ce qui se passe. Des oiseaux comme des canards, c'est facile à les voir, mais après, quand on a des rousserolles ou encore mieux des mésanges rémises, voilà, quoi, c'est des petits oiseaux, il faut les voir, il faut être à l'affût. Est-ce que tu peux nous sensibiliser rapidement sur le fait qu'il faut faire extrêmement attention à son impact et au respect du bien-être animal? Alors ça, je pense que ce serait la règle de tout photographe animalier. La première règle à respecter, c'est l'animal, quoi. La photo ne prend pas le dessus sur le bien-être de l'animal et sur sa protection, quoi. Il y a eu dans les années 90-2000 pas mal de photos qui ont posé des problèmes parce que c'était des photos faites au nid avec des busards, enfin bon, qu'on provoquait la perte de la nichée quand même. Enfin, il y a eu
tout un tas de trucs un petit peu dans le monde entier comme ça, parce que on voulait la photo pour tel concours, pour ci, pour ça. Ça, je pense que c'est complètement dépassé. Il faut qu'on aille au-delà de ça. La problématique, c'est qu'il y a peu de gens qui font de la photo de nature qui sont issus du monde de la nature, enfin des naturalistes, on va dire. Donc la plupart du temps, c'est l'inverse. C'est des gens qui aiment la photo, qui aiment la nature et qui se disent bah, je vais faire de la photo de nature. Bah, ces gens-là, ils ont besoin d'être éduqués. Donc il y a des assos qui font ça. Il y a plein de choses. Hein. Si on veut vraiment s'éduquer, comprendre les animaux, il y a plein de choses qui existent. Et donc, la première chose à faire, c'est observer les comportements. Un animal, son comportement, il va changer dès qu'on va être dans sa bulle. Ce qu'on appelle sa sphère de territoire. Dès qu'on va être dedans et qu'on va être trop près, il va nous le faire savoir. Il y a des petits détails. Pour les mammifères, c'est les oreilles. Pour les oiseaux, ça va être les plumes. Enfin bon, il y a plein de choses. Ça, faut savoir, faut essayer d'apprendre à les lire. Parce que si on dérange un oiseau, on met sa survie en danger. Parce que lui, ça lui fera, d'autant plus en hiver, ça lui fera consommer de l'énergie inutilement. Et deux, voilà quoi, il faut si on veut qu'il revienne le lendemain ou la semaine d'après, il faut le préserver, quoi. Il y a des chartes qui existent comme celle de l'IFAO avec une sorte de bonne conduite, code de bonne conduite. Mais est-ce que ces codes sont valables aussi bien en France qu'à l'étranger? Par exemple, tu parlais du Costa Rica. Est-ce que là-bas, la conscience est la même? Ou est-ce que les guides ont la même conscience que en France, par exemple? Alors, ouais, en parlant de charte, donc l'ILCP, l'association dont on parlait au début, a aussi sa charte éthique, qui est quasiment la même que l'IFAO. Quand on est dans un pays étranger, moi, ceux que je fais, notamment Amérique du Sud, Amérique centrale, tous les guides sont hyper stricts, même aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, ils sont déjà bien carrés, mais là-dessus, vraiment, ils sont insistants. L'animal passe avant tout. Ils n'hésitent pas à attraper quelqu'un, lui dire non, t'es trop près, tu recules, tu vas derrière. Le photographe qui accompagne un groupe, si on accompagne un groupe, est là aussi pour ça. Moi, ça m'arrive régulièrement de dire non, vous restez derrière moi, vous passez pas devant, vous vous approchez pas. Ça, c'est des ours avec des petits, vous les laissez loin. Ça, tel oiseau, il est farouche. Ça, c'est à nous, c'est notre job en fait, c'est à nous de le faire. Après, les gens qui vont dans ce genre de pays tout seuls, où moi je vois aussi des fois des groupes de certaines nationalités qui sont beaucoup moins précautionneux là-dessus, et ben voilà, quand on les voit, on est sur un spot en train de photographier des oiseaux, eux ils arrivent, ils font n'importe quoi, ils s'approchent trop près. Et les oiseaux toujours la tentation du selfie, avec toutes les espèces. Il faut aller près, quoi. C'est un peu le problème des réseaux sociaux, quoi. Maintenant, les gens ils se rendent pas compte que c'est des animaux sauvages, c'est pas un zoo, quoi. Denis, c'est quoi la part de chance dans la photographie d'oiseaux? Parce que bon, c'est pas garanti, quoi. Il y a beaucoup, faut être très patient, faut être humble. Oui, humble et patient, oui, tout à fait. Après, je dirais que la part de chance, elle est variable. Plus on va préparer notre coup, c'est-à-dire plus on va se renseigner sur l'espèce, on va se renseigner sur son comportement, sur comment elle utilise son habitat en fonction des saisons, parce que c'est très saisonnier aussi les oiseaux. Plus on va multiplier nos chances de les voir et de les photographier. Passer du temps, en fait, le facteur chance, il est lié au facteur temps que tu peux passer sur le terrain. Plus tu vas pouvoir passer du temps sur le terrain, connaître ton sujet, et plus tu auras de la chance de le photographier, quoi. Bon, au niveau des techniques de prise de vue, il y a un sujet qui est particulièrement délicat, on l'a évoqué, c'est la mise au point, l'autofocus. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Maxime Aliaga, ambassadeur Canon, qui nous offre ses conseils de réglage du système autofocus pour être paré à toutes les situations. Pour régler son autofocus pour la photographie d'oiseaux, oui, c'est important parce que maintenant on a des appareils photo qui sont certes très précis et performants, mais du coup qui offrent aussi un panel de réglage assez large. Donc il faut arriver à trouver le réglage qui convient par rapport à nos sujets. Et donc notamment là pour la photographie d'oiseaux. Donc je dirais... alors après, ça va dépendre des appareils photo, mais tout du moins pour les appareils photo Canon, on peut régler la sensibilité du suivi. Par exemple, s'il passe derrière un objet, derrière un arbre ou quelque chose comme ça, pour qu'il reste accroché, qu'il ne le perde pas, tout ça. Donc moi, j'ai tendance à mettre une faible sensibilité, ce qui va me permettre de rester accroché à mon sujet, entre guillemets. Ensuite, je trouve que c'est bien aussi maintenant, parce que bon, tous les boîtiers ont cette fameuse détection des yeux, détection du sujet, mais malgré que ça marche très bien, il y a toujours des situations où en fait l'autofocus, le focus va se faire à un endroit qui ne correspond pas forcément, où on n'a pas envie, ou sinon il est biaisé par des branches, par toutes sortes d'éléments. Donc moi, ce qui est très important pour moi, ce
ce que je fais dans mes réglages, c'est que j'ai toujours les 2 méthodes à portée de doigt. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que de manière standard, par défaut, on va dire, moi, je fonctionne encore à l'ancienne, c'est-à-dire que je choisis mon collimateur plus ou moins grand, je vais bouger le joystick et je vais vraiment faire la mise au point exactement là où je veux. Par contre, si j'appuie, moi j'ai réglé par exemple le bouton AF On que j'ai à disposition au niveau du pouce. Si j'appuie sur cette touche, je vais passer en mode détection. Donc bien évidemment, la plupart du temps, je vais me mettre en mode détection parce que c'est le plus facile, c'est le plus précis, c'est le plus rapide. Mais si je vois que l'autofocus s'accroche pas ou qu'il fait pas la mise au point où je vais, j'ai juste à lâcher ce bouton-là et je fais ma mise au point à l'ancienne. Et ça, c'est quand même très important parce que quand on fait ce genre de photos d'animaux ou d'oiseaux, il faut être très réactif. C'est un peu la clé aussi de tout ça, c'est la réactivité. Donc, on n'a pas envie d'aller dans les menus pour changer telle ou telle chose. Il faut que tout soit à portée de main et qu'on puisse y accéder rapidement en une touche, en fait. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de bien optimiser vos réglages et surtout, d'essayer de même personnaliser les touches pour pouvoir accéder sans regarder, sans quitter l'œil, en fait, du viseur, pour changer ces réglages pour la situation auquel vous faites face, quoi. Alors je précise au passage que Maxime vient de sortir un e-book dédié au Canon EOS R5 Mark II qu'il propose au prix de 20 € sur son site internet maxime-aliaga.com. Bon, c'est vrai que ça devient quand même des usines à gaz, ces systèmes autofocus, toute intelligence artificielle qu'il y a dedans. Il y a quand même tout un tas de réglages. Je trouve ça rigolo de voir qu'ils programment quand même une touche pour revenir un peu à l'ancienne, collimateur central, roule ma poule. Des fois, ça marche aussi très bien, quoi. Ah, tu m'as carrément ôté le mot de la bouche. C'est vraiment ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu des usines à gaz, nos boîtiers. Alors l'avantage, comme le souligne Max, c'est qu'ils sont maintenant complètement paramétrables. On peut changer quasiment pas tous les boutons, mais presque la fonction de tous les boutons pour les paramétrer à sa propre main, en fait, à sa propre habitude. Alors moi, j'utilise une méthode un petit peu différente de celle de Max, mais en gros, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai complètement désolidarisé l'autofocus du déclencheur. Donc sur mon déclencheur, je garde que la mesure de la lumière et le déclenchement. Et tout l'AF, donc toutes les fonctions AF, je les ai mises sous le pouce. On a plusieurs boutons, moi j'en ai paramétré 3. Et il y en a un notamment que j'ai fait comme Max, que je laisse pour, on va dire, le boîtier, l'intelligence artificielle, la reconnaissance des visages, des yeux, tout ça. Mais j'ai toujours le bouton d'à côté qui est le classique, qui me permet aussi de venir changer la taille de mes collimateurs, de les positionner où je veux avec mon joystick. Je garde les 2 options sous le pouce parce qu'il est vrai que, par exemple, on prend un oiseau noir avec une tache un peu plus claire sur l'aile, l'autofocus, il va cibler la tache et pas la tête. Donc, c'est essentiel de pouvoir être très réactif. Enfin, de toute façon, Max le dit, hein, les oiseaux, c'est vif, ça bouge. Plus l'oiseau est petit, plus il va bouger vite. Il faut pouvoir, nous, en fait, oublier notre appareil et réagir sur le terrain aussi rapidement que l'oiseau, quoi. Ce côté usine à gaz, il n'a rien de nouveau par rapport à l'AF. En revanche, le voir arriver sur une gamme comme le R5, donc notamment sur le R5 Mark II, ça, c'est plus nouveau quand même. Parce qu'aujourd'hui, le R5 Mark II, il n'a rien à l'envier au R1, au niveau de l'AF, quoi. Et ça, quand on l'essaye, c'est un peu déconcertant. Et c'est vrai que, pour le coup, ce qu'il dit, ce que toi, tu peux expliquer, c'est important parce qu'on peut vite se perdre dans les menus de l'AF. Ouais, moi, j'ai même des photographes professionnels dans ma région qui sont venus me voir pour que je les aide à paramétrer leur R3, leur R5 à l'époque du R5, parce qu'ils étaient perdus, quoi. Les notices font 800 pages, ouais. Elles sont hyper complexes et les réglages de l'AF sont très très subtil, très pointu. Là, on parle de la commodité de l'AF sous le pouce, ouais. Mais après, dans les menus, il y a des sous-réglages, notamment, voilà, est-ce qu'il faut qu'il soit plus ou moins réactif, qu'il accroche le sujet, qu'il laisse passer, qui permettent de basculer d'un autre sujet à l'autre de manière manuelle ou pas. Enfin, tout ça, c'est vrai que c'est un peu complexe à régler. Par contre, une fois que c'est bien réglé, c'est des machines qui vraiment voient. C'est extraordinaire. Alors, si on veut essayer de réaliser des images un peu sensationnelles d'action, quel type de scène d'action on peut envisager avec les oiseaux et à quel moment on a le plus de chances de les voir dans notre viseur? Alors, les oiseaux ne sont pas avares en scène d'action, hein. On a bien sûr classiquement tous les envols qui sont toujours des scènes assez faciles à prévoir et assez sympas à photographier.
Mais après, dès qu'on va se tourner vers des oiseaux qui vivent plutôt dans les zones humides, il y a toutes les scènes de pêche qui sont aussi pas si difficiles que ça. Donc, ce sera plutôt le matin ou le soir. Dans certains pays, ça arrive aussi, pays tropicaux qui chassent toute la journée, qui pêchent toute la journée. On peut avoir des pêches en journée. Ça, c'est des scènes qui sont toujours très, très sympas. On peut avoir après, moi j'ai photographié il n'y a pas très longtemps là, au Brésil un toucan qui venait boire dans une grande rivière. C'était super sympa. C'est mon oiseau préféré ever, le toucan. Ah, c'est beau, c'est très très beau le toucan. Ouais, c'était vachement sympa. Le fait, il a un très très grand bec qui l'handicape, mais quand il relève le bec, il y a toute la goutte d'eau qui vient faire un demi-cercle. C'est vraiment des super beaux moments. Et après, il y a toutes les chamailleries des petits oiseaux, ou forcément à la mangeoire, mais il n'y a pas que ça. Dès qu'il y a un point d'eau en été, notamment, que ce soit en France, dans les pays chauds, dès qu'il y a un petit point d'eau, les oiseaux vont venir se regrouper là pour venir boire. Et là, il peut y avoir des belles chamailleries aussi. Après, les chasses en elles-mêmes, moi, j'ai pu observer plusieurs fois des chasses d'éperviers en plein sous-bois. C'est un truc extraordinaire à voir. Hein. Mais ça bouge à une vitesse et c'est tellement imprévisible que c'est pas photographiable, quoi. Mais à voir, déjà, c'est quelque chose. Et après, il y a les pêches des grands rapaces. Chez nous, on a les balbuzards, mais dans d'autres pays, il y a aussi les pigargues, il y a les buses à tête blanche. Enfin, il y a plein d'autres oiseaux qui pêchent, et c'est des rapaces qui pêchent, c'est assez impressionnant. Justement, tu disais pas photographiable. Là, on vient de parler de pas mal de nouvelles technologies, prédéclenchement, la détection de sujets, etc. Est-ce qu'il y a des images aujourd'hui que tu parviens à faire que tu ne parvenais pas à faire avant ? Ouais. Ou est-ce que du coup ça t'ouvre un nouveau champ d'opportunité? Tu dis tiens, telle espèce que j'ai photographiée il y a 10 ans, je vais aller la refotographier parce que je vais avoir de meilleures images. Les deux, ouais clairement. Il y a des images que j'avais fait il y a même pas 10 ans, mais même il y a 5-6 ans. Voilà, avec les technologies et les boîtiers qu'on a, avec la définition qu'ils ont, et la gestion aussi des hautes et basses lumières, ça c'est hyper important. On arrive à faire des choses qu'on faisait pas ou moins bien à l'époque. Maintenant, on a des images, voilà, quand on les compare, on se dit, ah bah oui, celle-là, elle est nettement mieux. Et puis, l'accès aux basses lumières, les très hauts ISO, ça nous permet de photographier avec une super belle définition, sans trop de bruit, presque au crépuscule, quoi, ou en sous-bois. Tu vas jusqu'où, toi, en ISO? Tu pousses jusqu'où? Je pousse beaucoup, moi. Classiquement, je pousse 25 600 ISO, ça me fait pas peur. Ah oui. J'ai même fait des photos à 40 000 ISO qui ont été publiées en double page dans des mags. Enfin, avec les logiciels qu'on a derrière qui retraitent les ISO, après, sur une impression à 3, quoi, double A4, ça passe sans problème, quoi, vraiment. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça, un peu marquantes à nous raconter en photographie d'oiseaux? Est-ce qu'il y a une espèce... une action, un moment, un peu comme la panthère des neiges, une espèce de saint graal de la photographie d'oiseaux qui est hyper difficile à obtenir? Ou un mangeoire dans ton jardin? Ouais, alors, tu peux nous parler de ça aussi. Ouais. Non, j'ai pas de mangeoire dans mon jardin. Il y a une image qui avait longtemps que j'avais envie de faire. J'avais vu en fait une photo d'un passereau, alors je sais plus trop lequel c'était, qui avait été photographié avec un très beau contre-jour, un fond sombre et sous une pluie, et on voyait donc les ailes avec la transparence dans les plumes. C'était vraiment magnifique. Et je m'étais toujours dit, un jour, il faudrait que je réussisse à photographier un oiseau comme ça. Et il y a quelques années, j'ai fait un séjour Yukon, Alaska, et donc dans un fjord, il y avait des pigargues qui mangeaient les saumons, les derniers saumons de l'année. Et en fait, donc, c'était un fjord qui était assez encaissé. Et on avait un soleil couchant, et puis il s'était mis à pluvioter un peu. Et là, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment d'essayer de réaliser cette photo. Et les pigargues, quand ils ont fini ce qu'ils ont à manger sur un saumon, ils laissent les restes en général aux grands corbeaux. Et là, on voit les grands corbeaux qui commencent à s'approcher de plus en plus près. Des fois, ils leur tirent les plumes, tout ça. Donc, on a fait des photos sympas. Et donc, on sait qu'à ce moment-là, au bout d'un moment, le pigargue va décoller. Donc là, on se prépare, on met les trépieds, la rotule, tout ça. Et puis, c'était pas vraiment de la pluie, c'était une espèce de bruine. Et je me dis, mais s'il décolle à ce moment-là, c'est magique, quoi. Et le pigargue a décollé. J'étais avec deux personnes, il y avait deux personnes avec moi. On a suivi l'oiseau en vol, et sur toute la série où je sais pas, il y a 5 images, je crois, où il y a le fjord en arrière-plan. Du coup, ça fait un fond très sombre. J'ai le contre-jour qui, à travers les plumes et les petites gouttes d'eau qui brillent. La photo, elle est géniale. Sur la série, j'en ai 5. Il n'y en a qu'une où on voit bien sa tête, donc c'est celle que j'ai gardée. Mais c'était un moment magique où j'ai dit, oh yes, j'ai pu faire ce que je voulais faire, quoi. Et tu l'as publiée? Ouais, elle est dans une expo aussi que j'ai fait tourner là, il n'y a pas très longtemps. Donc, ouais, c'est une belle image. Bon. Allez, pour terminer et conclure, je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-Jacques Fouquet, qui est administrateur et représentant légal de l'association Camera Natura,
qui organise entre autres chaque année un grand concours de photographie d'oiseaux. C'est un concours qui est né d'un rapprochement avec la Ligue pour la protection des oiseaux et qui existe depuis 2020. C'est donc la 4e édition cette année. Et donc le concours oiseaux de l'année est en fait un non-concours, j'allais dire, dans la mesure où il n'y a plus de prix en numéraire. C'est simplement donc le fait de pouvoir, voilà, pour le photographe, montrer sa démarche en faveur de la nature, par exemple, et puis aussi avoir donc cette reconnaissance, voilà, de tout son travail d'approche de la vie faune. Là, par exemple, cette année, on a reçu au total 680 photos. Donc, quand je dis 680 photos, c'est évidemment 680 participants dans la mesure où il y a une seule photo par photographe. Et nous avons donc opéré une présélection. Et dans cette présélection, nous avons retenu 10 photos qui sont présentées en grand format lors du Festival international du film ornithologique de Minigoutte dans les Deux-Sèvres. Durant les vacances de la Toussaint, et puis ensuite elles sont présentées, cette exposition grand format est présentée de manière itinérante. Par exemple, celle de l'an dernier, nous l'avons présentée au Muséum d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement, et ensuite elle est allée durant une bonne partie de l'été au siège de la LPO à Rochefort. Et puis, par ailleurs, donc, la reconnaissance du photographe se retrouve aussi au travers du portfolio qui est publié dans la revue L'Oiseau Magazine, donc, ainsi que dans la revue de notre partenaire Images et Nature. Et pour finir, les photos des lauréats, entre guillemets, figure dans le calendrier de la LPO, donc ça sera pour cette année dans le calendrier de 2026. Le prochain concours sera lancé le 15 avril 2025. Et pour concourir, ça se passe sur le site camera-natura.org et sur le site de la LPO, lpo.fr. Denis, est-ce que tu trouves que la photographie d'oiseaux est bien représentée dans les compétitions, on va appeler ça comme ça, nationales et internationales de photographie animalière? Ouais, globalement, je trouve que les oiseaux sont bien présents. Il y a des catégories spécialisées vraiment sur les oiseaux, sur le comportement même maintenant des oiseaux. Donc c'est deux catégories qui sont même séparées dans un même concours. Et ça, au niveau mondial, on trouve ça. Ouais. Est-ce que parmi les gens que tu peux croiser sur tes voyages photos que tu vas accompagner, il y a tous les âges en fait? Est-ce que ça touche autant les jeunes que les personnes un petit peu plus âgées? Alors, oui et non. Pas de langue de bois. Non, en théorie, oui. De loin, on peut avoir l'impression que la population est plutôt de l'autre côté de la balance, plutôt âgée, on va dire. Alors, elle est plutôt âgée, je pense que c'est plus parce que les voyages sont de plus en plus chers. C'est surtout ça, je pense, qui fait la différence, parce que je connais beaucoup de jeunes qui, de temps en temps, se font offrir le voyage, ou voilà, c'est un anniversaire, c'est un mariage, des choses comme ça, mais ils sont tout autant intéressés. C'est juste que financièrement, ils n'ont pas les moyens de se payer un voyage à 6 000 €, quoi. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Denis, d'avoir partagé tout ça avec nous et nos auditeurs. On met donc un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Denis Palan pour cette grande masterclass consacrée à la photographie d'oiseaux. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Denis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, quelle est l'importance de la connaissance des espèces, de leur comportement et de leur environnement pour pratiquer la photographie d'oiseaux? Elle est primordiale. C'est le plus important. C'est à la fois la garantie de la réussite en termes d'image, de réussir à faire les images qu'on veut faire,
parce qu'on sait ce qu'on veut faire, on sait quand ça va se produire, ou au moins on l'espère. Et puis surtout pour le bien-être de la vie faune et sa préservation, sa conservation. Est-ce que tu peux redonner le titre de l'ouvrage que tu as cité? C'est Le génie des oiseaux, si je ne me trompe pas, de Jennifer Ackerman. La photographie d'oiseaux, ça commence par de l'observation? Pour moi, oui. Après, ça peut être de l'observation simple, hein. Ça peut être à travers la fenêtre de sa cuisine. Moi, je connais une dame qui a la chance de voir des huppes juste en face de sa fenêtre de cuisine, et de temps en temps, elle sort le boîtier pour faire des images. Observation visuelle ou sonore? Ou sonore. Alors sonore, c'est même l'idéal, mais ça demande beaucoup plus de pratique, et notamment d'utiliser des applis au début pour se faire l'oreille, tout ça, quoi. Et après, en termes d'observation, quand on est vraiment dehors, en forêt, sur le terrain, enfin n'importe où, c'est d'avoir une bonne paire de jumelles à ses côtés, quoi. Quel type d'oiseaux on peut facilement rencontrer et photographier en France? Alors en France, comme je le disais tout à l'heure, toutes les zones humides sont des très très bons spots pour avoir un grand nombre d'espèces variées. Ça va du martin-pêcheur au héron, en passant par les canards, les poules d'eau, les grèbes, et après tous les petits passereaux qui vivent de la famille des fauvettes, qui vivent dans les roseaux. C'est des très très bons endroits pour ça. La forêt, c'est un peu plus difficile parce que souvent les oiseaux sont plus hauts dans la canopée, ils sont plus discrets, et en plus il y a moins de lumière et plus d'obstacles. Après, la montagne, ça peut être un bon endroit aussi pour arriver à photographier des oiseaux, parce que c'est souvent un peu plus dénudé. On peut avoir des merles de roche. Bon, j'ai parlé des lagopèdes, mais là, c'est un peu extrême. Mais il y a facilité d'accès quand même aux oiseaux là-bas. Quel matériel tu conseilles pour la photographie d'oiseaux? Alors, si on n'a pas vraiment les moyens, chez Canon, moi, je conseillerais réellement un R7 avec un zoom genre 100-500, ou alors même un R6 Mark II avec le 200-800 que je viens de tester là, qui est assez exceptionnel pour le prix. Chez d'autres marques, il y a largement des équivalents. L'intérêt du zoom est double. C'est un, il est nettement moins onéreux qu'une focale fixe à 14 000 €. Et deux, il permet d'avoir quand même beaucoup plus de flexibilité quand on débute. C'est assez génial. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, ben oui, c'est sûr qu'une focale fixe bien lumineuse, c'est top. Il y a une exception chez Canon, enfin 2 exceptions. Il y a des focales fixes, pas lumineuses du coup, mais il y a des 600 et 800 mm f11. Est-ce que ça peut être intéressant pour de la photographie d'oiseaux? Alors qu'on a dit quand même que c'était mieux en fin de journée. Je les ai eu testés. J'ai eu testé le 800 mm, notamment en montagne sur des bouquetins. J'ai été bluffé par la qualité optique. Le piqué. Incroyable, ouais. L'AF était très bon aussi. Bon, par contre, voilà, il y a ce côté F11 diaphragme fixe. En fait, il n'y a pas de diaphragme, hein, tout simplement. Maintenant, ils ont sorti ces fameux zooms, notamment ce 200-800, qui, je trouve, fait perdre... Qui est blanc et qui est la seule série... Ouais, c'est pas une sérielle. Qui est pas de couleur exactement blanche. le même blanc, ouais. Un blanc un peu cassé, qui est très bien tropicalisé, même s'il n'est pas affiché comme tropicalisé au même niveau que le 100-500. Mais je trouve que du coup, les 600 et les 800 fixes perdent un peu d'intérêt. Par contre, ils sont nettement moins chers. Donc moi, je sais que quand j'étais gamin, que j'avais 14 ans, j'aurais rêvé d'avoir ce genre d'optique, hein. Si on met de côté le boîtier et l'optique, est-ce qu'il y a des accessoires qui sont un peu incontournables? Bon, hormis la paire de jumelles dont on a parlé. Une paire de bottes. Bon, une bonne paire de chaussures, ça c'est évident. Pas forcément des bottes, mais des bonnes chaussures. Et puis un bon guide ornitho, toujours avec soi. C'est pas vraiment un accessoire, ça, c'est une personne, quoi. Ouais, ouais, presque. Ou l'appli, t'en as cité aussi. Ouais, les applis, bon, ça c'est vrai que c'est... Oh, sinon, après, c'est vrai que un petit peu de camo, c'est pas négligeable. Il y a des très bons affûts chez Tragopan là, que j'utilise régulièrement, pour des prix qui sont maintenant devenus abordables. Alors qu'à l'époque... il y a 10-15 ans, il fallait acheter des affûts qui étaient faits aux États-Unis ou des choses ou en Angleterre qui étaient hors de prix. Là, maintenant, on arrive à avoir des choses qui sont un peu plus correctes. Tu parles du déguisement de Chewbacca, là, qu'on voit. Et il y a montier. aussi ça, ouais, ce qu'on appelle les ghillies, ouais, ça maintenant, on en trouve de partout. Ça, ouais. Alors ça, c'est pratique. Dans le sens... c'est pas pratique. Non, oui, en fait, non. C'est efficace, pardon. C'est efficace dans le sens où vraiment, on ne nous voit pas. Moi, j'ai un chien qui m'est passé à 1 mètre et avec son maître, ils ne m'ont pas vu du tout. Par contre, ouais, non, c'est pas pratique. Ça s'accroche aux branches, aux ronces, à tout. Quelles technologies modernes intégrées aux dernières générations d'hybrides peuvent assister les photographes dans cet exercice de la photographie d'oiseaux? Alors, même s'il y en a plusieurs qui sont vraiment, vraiment essentielles, je pense que la première, notamment pour l'oiseau qui est petit, qui bouge vite, c'est l'AF. L'AF est vraiment essentielle.
C'est continuellement en évolution chez les différentes marques d'ailleurs, mais chez Canon, là, ils ont fait un grand pas, je trouve. Après, il y a aussi tout ce qui est gestion de la montée ISO. C'est vraiment aussi des progrès qui sont pas à négliger. Tu as raison de rappeler la montée ISO, c'est quand même important. Et puis, signalons le prédéclenchement quand même, notamment pour tout ce qui est en vol, on en a parlé, et ça, c'est valable chez toutes les marques. Quel type de scène et quel type de cadrage on peut envisager quand on veut photographier des oiseaux? Toutes. Non, dans le sens où je trouve que des photos d'oiseaux dans leur milieu, dans leur environnement, c'est juste magnifique, que ce soit un toucan en haut d'une canopée ou, je sais pas, un oiseau dans n'importe quel oiseau, d'ailleurs un étourneau dans un cerisier, c'est juste magnifique aussi, autant que du portrait, autant que possible, parce que le portrait, faut pouvoir s'approcher ou avoir une focale très très longue, et ça, c'est pas forcément évident. Pour terminer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre l'affût et l'approche et comment on l'applique à la photographie d'oiseaux? Alors l'affût, pour qu'il soit efficace, il va falloir une bonne préparation, c'est-à-dire repérer les habitudes d'un oiseau pour pouvoir se positionner son affût au bon endroit. Et après, on rentre à l'intérieur et on attend. Donc il faut beaucoup de patience. Je connais des gens qui ne sont pas du tout faits pour l'affût et qui n'en font pas d'ailleurs. L'approche, là, on va un petit peu plus au bonheur la chance, c'est-à-dire qu'on sait que tel environnement, telle saison est propice à telle espèce. Et à ce moment-là, on prend notre boîtier, on s'habille de manière assez discrète et on part à la recherche de cet oiseau, de cette espèce. Là, c'est un peu plus le chasseur-cueilleur, quoi. En parlant d'affût, vous pouvez lire aussi L'Oiseau forêt de Michel Munier, le père de Vincent Munier, qui a passé quelques 800 nuits sous des sapins des Vosges pour photographier le grand tétras, une espèce en voie de disparition. Bon. Merci Denis. Avec grand plaisir, merci à vous. On passe à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Denis, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui, c'est parti. Première question qui nous vient de René Desclous. Quelles sont les vitesses d'obturation idéales pour figer les oiseaux en vol et quel est votre taux de photo réussi pour les oiseaux en vol? On va d'abord traiter la première. Minimum 1/2 millième de seconde. La plupart du temps, j'essaye de monter un peu plus si la lumière le permet. Pour la deuxième question, avec les derniers boîtiers, notamment depuis le passage au R6 Mark II, c'est du 95-98% de réussite. Mais non. Mais si. C'est vachement élevé, 1/2 millième. Ouais, mais c'est incroyable. Ouais. Je suis surpris. Mais sinon, on a le bout des ailes floues. Et quand on voit là, les vitesses d'obturation de mammouth là, qu'on obtient maintenant avec les obturateurs électroniques, 1/32 millième de seconde, ça a un intérêt là où on est dans le... Il faudrait que j'essaye pour voir. Après, je pense que ça a de l'intérêt dans les sports notamment. Je pense que le tennis, des choses comme ça, ou le golf. En photo animalière, probablement, mais pas sur des sujets qui doivent être très communs, je pense, à tester. Ok. Deuxième question très précise qui nous vient de Mabertom. Comment photographier l'élagnon blanc qui arrive dans le nord de la France? Alors pour ça, il faut se rapprocher de la LPO s'ils veulent bien, parce que le principal, c'est de savoir où sont les élagnons et où ils nichent. Bien entendu, il ne faut absolument pas aller photographier les oiseaux au nid, mais par contre, l'avoir sur ces zones de chasse, ça c'est un oiseau qui se perche sur des arbres morts, des poteaux, donc c'est assez facile à repérer. Et quand tu dis se rapprocher de la LPO, on fait comment concrètement? Tu leur écris un mail? Je sais pas, il faut essayer, mais ils sont pas très ouverts sur le partage des données, donc ça risque de pas être facile. Mais c'est un truc de ouf, du coup, le fait que cet oiseau-là arrive dans le nord de la France, c'est remarquable ou... Ouais, l'élagnon blanc, en fait, c'est un petit rapace qui est magnifique, qui est blanc, gris, noir, qui a des yeux rouges vifs et qui habituellement vit plutôt donc, dans le sud de pourtour méditerranéen, Espagne. Et ça fait quelques années qu'il monte. Et moi, j'en ai vu du côté de Bordeaux, j'en ai vu du côté de Lyon aussi. Et là, oui, il arrive dans le nord de la France, sûrement en raison du changement climatique, quoi, du réchauffement. Très bien. Troisième question qui nous vient de notre préféré, Monsieur Sanders. Est-ce que l'on peut imaginer voir arriver la technologie d'identification des animaux de la X-Visio directement sur les boîtiers? Alors,
techniquement, je pense que c'est largement possible. Après, est-ce que ça aura de l'intérêt pour un constructeur de l'intégrer? Ça, je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Ça va faire une édition vraiment spéciale Monty Ander ou spéciale Medigout, mais effectivement, stylé. Peut en douter. Non mais attends, parce que la X-Visio, ça fait pas que les oiseaux, hein, ça fait aussi les mammifères, bien les sûr. mammifères, quoi. Donc avec toutes les Après, puces, mais je rejoins Denis. Quel est l'intérêt? Enfin, c'est la vraie question. Quel est l'intérêt d'une marque, d'un fabricant à faire ça? De la métadonnée enrichie, je sais pas. Ouais, mais quand on fait de l'image d'oiseau, on essaye de faire aussi de la belle image, pas seulement de la photo dite naturaliste, c'est-à-dire juste de l'identification. Ouais. Et du coup, c'est un petit. Moi, personnellement, ça m'intéresserait pas de l'avoir sur mon boîtier. Voilà. Ok. 4e question. Voodoo Child 46. Il existe plein de livres qui renseignent sur les espèces d'oiseaux. Quelle est la référence, selon vous? Pour moi, c'est le Guy Nordinto de Lachaud et Niesley. En tout cas pour l'Europe. Après, dans chaque pays où j'ai la chance d'aller, j'achète des guides. La plupart sont en anglais d'ailleurs, hein, mais il faut que le guide corresponde en termes de contenu scientifique. Ils sont tous très bons. Après, c'est l'identification. Il y en a, c'est des photos, d'autres, c'est des dessins. Moi, je préfère les dessins. Je trouve que c'est plus précis. Il n'y a pas l'influence de la lumière, mais on trouve ça un peu de partout. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Denis, si tu ne devais photographier qu'une seule espèce d'oiseau jusqu'à la fin de tes jours, ce serait laquelle et pourquoi? Ah, c'est rude ça. C'est le principe de la question qui tue. Peut-être la gélinote des bois. C'est un oiseau qui m'a toujours fasciné et que j'ai jamais photographié. J'en ai vu plusieurs fois en montagne, mais je le trouve très très beau. Tu peux nous le décrire? Ouais, je vois pas du tout ce que c'est. La gélinote, c'est de la famille des tétras. Hein. C'est un tétraonidé. Ça ressemble à un petit... Un coq. Ouais, mais un petit coq et qui est couleur camouflée, donc couleur des bois, et qui vit souvent perché sur les branches et au sol. C'est un oiseau un peu piéteur. Et il est très très discret. Il y a des très beaux bouquins qui existent sur lui. Mais c'est un beau petit oiseau. Ouais. So be it. Denis, c'est la fin de cette émission. Merci, vraiment. Merci à vous d'être venu dans notre studio. Plaisir de te rencontrer, de passer cette émission avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Donc, tu vas à Montier. Le jour de diffusion de cette émission, on peut te croiser à Montier. Exactement. Déjà, un grand merci à vous. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. C'était très sympa de vous rencontrer. Donc, en effet, au niveau de mon actu, je pars demain pour Montier. Donc, je serai là-bas. J'ai une exposition sur le Yellowstone en hiver, qui sera au niveau du stand de Objectif Nature, l'agence Objectif Nature, avec qui je fais des voyages au Yellowstone. Des images qui sont un regroupement des 9 dernières années de mes séjours là-bas. J'y vais chaque année. Et donc, fin d'année prochaine, voire mi-année prochaine, je vais sortir un livre sur le Yellowstone en hiver. Donc voilà, pour mes actus pressantes. Bon, super. Merci infiniment en tout cas. La semaine prochaine, avec, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, Pierre-Marie Salomez du magazine Chasseur d'images et Mathieu Lepage de la boutique Camara de La Roche-sur-Yon, avec qui nous allons réfléchir à la meilleure stratégie à adopter pour construire son parc optique. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.